Et donc j'ai fait le calcul de ce chat qui sur donc 14 ans en cumulé va coûter dans les 22 000 $ à peu près. Donc le gars, j'investis des centaines de cas et j'ai en train d'expliquer à mes filles qu'on va pas prendre de chats parce que ça coûte trop cher. Alors qu'il y a Josiane qui nous regarde, qui est au SMIC, qui a 3 chats chez elle. Selon toi, est-ce qu'une femme peut investir autant et gagner autant que le font les hommes? Puisqu'on voit quand même beaucoup d'hommes dans ce monde de l'investissement. Est-ce que c'est à la portée des femmes? Que je peux avoir ou des porteuses de projets qui vont être entrepreneuses de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus passionnelle que l'investissement chez les femmes, de ce que j'ai observé. Mais ça c'est le patriarcat, ça a changé toute la donne, c'est pour ça. C'est à cause des mâles blancs de plus de 50 ans. J'ai les mêmes vêtements, tu vois, que j'achète en x10 et je m'habille tous les jours de la même manière depuis 7 ans. Comme en termes d'organisation. Mais qui fait ça? Ce gars est un malade mental. Pour l'argent, les gens veulent plus sacrifier leur vie pour l'argent. Ouais. C'est bon. Heureusement t'as la chemise. Tout le monde peut devenir riche en investissant dans les crypto-monnaies. Non. Investir dans la bourse est plus sûr que de garder son argent sur un compte d'épargne. Vrai. Il est possible de perdre tout son argent en investissant dans les crypto-monnaies. Vrai. On peut commencer à investir avec seulement 50 € par mois. Vrai. Les actions des grandes entreprises sont toujours un bon investissement. Faux. Les crypto-monnaies sont une arnaque. Faux. Il est nécessaire de comprendre parfaitement une entreprise avant d'y investir. Oh putain, elle est dure celle-là. Hein. Faux. Investir dans l'immobilier est moins risqué que d'investir dans les actions. Faux. Investir dans des startups peut rapporter plus que d'investir dans des entreprises établies. Vrai. Les jeunes investisseurs ont plus de chances de réussir que les plus âgés. Vrai. Salut les darons. Comment ça va? Salut à vous. Eh ben écoute, ça va bien. Ouais, on est dans une villa de multimillionnaires chez Cédric Tempestini, c'est Oui. du lourd. On était très bien reçus. Je la loue, hein, elle est pas à moi. Hein. Et tout de suite, il se dédouane. Mais on Villa va... extrême. Je crois que c'est la plus belle maison que j'ai Oui. vue à Maurice. Plus belle maison de l'île Maurice. Très très beau foyer. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Petit café, pain au chocolat, bonne ambiance, on est bien. Donc là, je pense que le cadre est posé pour qu'on rentre dans un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, à savoir Je l'espère. comment... Oui, et tu as des choses à dire. Comment bien investir son argent? Comment arrêter de faire des conneries comme nous on fait? Parce que nous, on sait gagner de l'argent, on sait faire de l'argent. Mais après, hop, c'est parti. Donc on s'est dit, on va aller voir quelqu'un de sérieux sur le sujet. Donc si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi, Cédric, on devrait t'écouter en ce qui concerne l'investissement et faire fructifier son argent? Ah bah Cédric, j'ai 41 ans, marié, papa de 2 petites filles de 2 ans et 6 ans, expatrié à l'île Maurice depuis 2 ans et demi maintenant. Moi je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, j'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine du digital, j'en ai vendu 2. T'as un chat aussi. Hein? T'as un chat, tu l'as Ouais. pas dit. J'ai un chat, oui. On en parlera du On en chat. reparle. On en parle du chat. un chat qui coûte cher. Un chat de collection. Très cher, très cher. Pour un investisseur, On se pose Ah, des mais questions. c'est- On a c'est- failli annuler le podcast, on n'était pas sûr. C'était réfléchi. Voilà. On en reparlera. Et bon bah aujourd'hui voilà je suis ici. Concrètement moi je suis passionné d'investissement. Je trouve que c'est de la magie de faire de l'argent avec de l'argent. Et une compétence, c'est pour ça que je milite envers ça, c'est une compétence utile toute sa vie, quelles que soient les étapes de sa vie, et qui nous offre une résilience en tant qu'entrepreneur surtout, et puis de souveraineté personnelle qui est pour moi inégalable quoi. donc t'es passionné? Ouais, Donc passionné. Donc pour devenir riche, il faut être passionné? Non, bonne question. Alors, je vais faire une pirouette. Je dirais que c'est d'autant plus facile d'aimer ce que tu fais et d'être doué là-dedans pour réussir. Du coup. Ça, c'est, je dirais, même une philosophie de vie. Est-ce que je travaille sur mes faiblesses ou est-ce que je deviens démentiellement bon dans mes forces? Ouais. J'essaye plutôt, moi, après avoir longtemps été plutôt à travailler mes faiblesses, j'ai fini par comprendre que non, il valait mieux que je bosse sur là où j'étais bon. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes plus d'argent avec tes investissements ou avec tes activités d'entrepreneur? D'une manière générale, ma source d'enrichissement principale, ça a été l'investissement. Ça n'a pas été l'entrepreneuriat.
Et là, à court terme, je dirais, tu prends sur un horizon d'1 an, j'ai fait plus d'argent avec mon business qu'avec mes investissements. Mais l'investissement, c'est du long terme, quoi. Ton business aujourd'hui, c'est... Alors j'en ai plusieurs. Le premier, c'est une communauté qui s'appelle Youmento, qui est privée et payante, où je regroupe des entrepreneurs indépendants qui s'intéressent aussi à la thématique de l'investissement et du dev perso, qui pour moi sont 3 piliers pour l'entrepreneuriat, quoi. C'est bien de faire un bloc de thunes, mais encore faut-il effectivement savoir derrière l'utiliser, te créer de la génération de revenus de ton capital pour justement ne pas tomber prisonnier de ton business. Et moi-même, je suis tombé là-dedans où bon, tu fais ça pour être libre, pour être géré, et puis en fait tu te mets des barreaux, tu choisis les couleurs, c'est génial. Ouais. Tu passes d'une rat race à une autre rat race. Ah, mais il faut que je continue, mais ça me fait chier, mais j'ai pas le choix, il faut faire rentrer de l'argent. Ouais. Enfin voilà, Ouais. Voilà. Parce que tu avais des salariés avant, dans une autre vie. Ouais. En France. En France. Ouais. Et combien déjà? Je montais peut-être à, je crois, 15-17. Et combien de prud'hommes? Aucun. Oh Alors, ça t'a coûté combien du coup? Non, franchement, j'ai eu des gens super. Ok. Vraiment. J'ai aucun qui est parti, je réfléchis pour être sûr de. Non, je n'ai aucun qui est parti en mode mésentente, Ouais. en claquant la porte ou quoi que ce soit. C'est toujours fini dans la cordialité et en se souhaitant le meilleur. Et jamais de prud'homme. C'est- Donc, C'était quoi comme activité? C'était. Alors, la plus vieille et disons le socle, c'était agence web et mobile, quoi. On faisait des sites internet, des applications mobiles pour des conseils départementaux, donc j'ai pas mal bossé avec le public. Ah d'accord, ok. Mais aussi des grands comptes, comme on dit, Ouais. des boîtes Donc tu comme factures Accor, des tarifs de Clésia, ouf. voilà. Des Hein belles marges. C'est du étiquette, ça. De du quoi vrai. Ouais, c'est du vrai C'est étiquette. du vrai ça. étiquette, ça. Ah non, c'était alors à l'époque, comme quoi les standards changent, mais voilà, je me prenais les 10 000 balles par mois net avant impôt, et je trouvais que c'était bien. Ouais. Voilà. Mais tu bossais comme un déglingo. Mais je bossé comme un déglingo. Ouais, c'est complètement. Pas de 8 balles, c'est bien. Déjà. Ouais. bon Aujourd'hui, je début. dépense plus par mois, quoi. Oui, bah oui, bien sûr. Mais ouais, à l'époque, c'est toujours une histoire de standard. C'est pour ça que j'ai une obsession de l'entourage aussi. Ouais. C'est que plus tu élèves ton entourage et plus tes standards s'élèvent et plus c'est facile de progresser, quoi. Donc, Non, ce que je dis pour les Josianes qui nous écoutent, si tu dis 10 000 par mois, et oh, c'était pas terrible. On va pas comprendre. Allons-y Ouais, doucement, ouais, bien allons-y doucement. c'est sûr. Déjà, moi aujourd'hui, je me dis, mais t'as 3000 balles par mois en France, putain, t'es en zone de survie, quoi. Ouais, je pense. Et quand tu te dis que le SMIC, il y a combien maintenant? Peut-être 1000 1500, net, 1003 net. À net, je sais pas. Ouais. Ah, Parce que le Oui. brut, on s'en fiche, quoi, au final. Oui. mais- Non, bah, je pense, ouais, ça va être ça. Ouais, je crois que c'est ça, mais pouah, c'est dur, hein. ah bah c'est sûr qu'ils ont pas la villa Maurice. Hein. Déjà, le salaire ne couvre pas la villa. Les 2 salaires de la famille ne couvrent pas la villa. Ouais, c'est compliqué. Ni les 3, ni les 4. Tu as revendu cette boîte? J'ai revendu, ouais. Ouais. C'était il y a 1 an. Ah, tu as revendu? Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Ah, parce c'est que récent. oui, je l'avais mis avec quelqu'un à sa tête et pour la gérer pendant 1 an et demi, 2 ans après être parti de Maurice. De France. Moi, c'était de France pour venir à Maurice. Et pour moi, c'était un changement de vie, hein. Clairement, c'était cette boîte, je l'ai gardée. J'ai été à sa tête pendant 14 ans. Mais il y a un moment donné, en fait, où j'ai une espèce d'épiphanie personnelle, concomitant après la naissance de ma fille, etc. Ça a amené beaucoup de changements dans ma manière de voir les choses, d'envisager la vie. Et à un moment donné, avec une coach qui est dans ma commune d'ailleurs, Cécile, que je salue si jamais elle regarde, et elle nous avait fait faire pendant une journée une espèce de simulation de mort imminente. Et c'était extrêmement efficace parce que ça a vraiment remis les pendules à l'heure sur ok, c'est quoi mes priorités dans ma vie et dans quelle direction je vais si je continue comme ça. Et en fait, je me suis vu dans 20 ans en mode ok, je suis peut-être genre divorcé, j'ai un cancer, je suis en burn-out, je vais crever, quoi, si je continue comme ça. Et là, je me suis fait la promesse solennelle en me disant, dans 1 an, tu as changé de vie.
Voilà. Tout ça, c'est fini dans un an, tu changes de vie. Et un an après, j'étais à Maurice. Voilà. Incroyable. Ok. T'étais dans quelle région? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, t'avais une boîte dans le digital, tu travaillais, C'est ça, beaucoup de salariés. J'avais cette boîte-là, j'en avais une autre qui est application mobile de coaching sportif sur le marché taïwanais hongkongais, qui faisait partie de mes plans d'enrichissement. Et puis Youmento, qui à la base était une boîte en mode ESN, SS2I. En clair, tu prenais des gens, tu les plaçais et puis tu prenais une marge sur leur mission, quoi. Qui s'est transformé. J'ai arrêté cette activité parce que je n'étais pas aligné en fait. Pour au final lancer ma communauté. Et là, pour raccrocher les wagons avec la question tout à l'heure en termes de business aujourd'hui, donc j'ai cette communauté où il y a 140 membres, c'est francophone avec 9 pays représentés quand même. J'ai le programme Fast Track Investor dans lequel je vous ai invité qui a pour objectif justement de répondre à cette problématique de j'ai du fric mais je fais comment, à qui je m'adresse, qu'est-ce qui existe, c'est quoi les rendements et c'est quoi les risques. Et l'ambition c'est de répondre à cette problématique, donc à la fois de faire gagner plusieurs années d'expérience en quelques jours de vidéo, quoi. Plus moi les opportunités que j'amène dans ce club parce que je suis en chasse en permanence. Et puis Investorix qui est un club d'investisseurs start-up où on se positionne sur les startups provenant des incubateurs startups les plus rentables au monde, notamment le Y Combinator où il y a une startup sur 1000 qui rentre et nous on fait encore une sélection à l'intérieur et ça on le propose à l'intérieur du club. C'était l'incubateur de Sam Altman, ça. Il était un directeur à un moment donné. Il avait vendu une boîte là-bas, il a été incubé, vendu. Parti. Après, pour se concentrer sur OpenAI. C'est quoi il est parti Là, ça, c'est les bruits de couloir. Il y a quelques petits problèmes. Il se fait dégager. Il y a eu après, aux États-Unis, tu as le côté. Ce qui est affiché publiquement, et puis tu as ce qui se passe en back-office, on va dire, quoi. Donc, il est parti, poussé. Je vais poser une question provoque. Tu as une chaîne YouTube qui s'adresse à ceux qui ont de l'argent. Tu ne peux pas conseiller les pauvres, Cédric? Tu n'aimes pas les pauvres? Est-ce que tu peux Non, je me concentre là où j'ai le maximum d'impact. Ok. Et comment dire ça d'une manière entendable. Entendable. J'ai fait mon journaliste, j'ai fait mon travail. On est là pour une enquête. en fait, aujourd'hui, vraiment, moi, je fais ces activités. Alors, bien sûr, j'adore faire du fric. Je le dis. Moi, voilà, j'ai un objectif patrimonial de 100 millions et concrètement, il faut quand même se bouger les fesses pour arriver à la faire. Donc, il y a la partie investissement. Mais moi, j'ai plusieurs plans d'enrichissement, et d'où les différents business qui sont en synergie, tous ensemble. Et concrètement, non, j'ai pas envie de perdre du temps avec les questions de base, avec des gens qui ont un mindset où il faut tout reconstruire. Donc je m'adresse à des gens qui ont à minima quelques centaines de cas à investir, qui sont bien souvent déjà millionnaires, multimillionnaires, et qui ont déjà un parcours et qui sont arrivés à ce moment-là parce qu'ils sont quand même bien câblés, quoi. Donc je me concentre sur cette typologie. Et ces gens-là, ils te découvrent grâce à YouTube? Principalement, oui. Après, il y a quand même pas mal de bouche à oreille, puisque on sait, disons que c'est une catégorie de population qui représente le 1%, le 0,1%, donc ils se connaissent. Faut les trouver, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de faire beaucoup de vues sur ta chaîne. Non. Pour viser vraiment le top, quoi. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des croyances sur les réseaux sociaux. Ouais, mais si t'as de l'argent, pourquoi est-ce que tu fais du contenu sur les réseaux sociaux? C'est comme si tu deviens multimillionnaire ou centimillionnaire et t'as plus de smartphone, t'as plus d'ordi, t'as plus d'internet. On t'a coupé les accès. Ah bah non, là tu rentres en Mozi. Ouais. Et c'est pour moi, c'est une bonne réponse. Ou même Brian Johnson, que moi je suis au niveau longévité, qui moi que j'admire. Le vampire. Bien sûr, t'as tous les Denis et les Josiane qui sont là, c'est un vampire, mais moi j'ai toujours de l'admiration pour les gens qui vont au bout de leurs idées et qui vont en dehors des sentiers battus. Donc je ne veux pas dire que je suis en accord avec eux, mais j'admire le move, quoi. Et tu vois, tu peux te dire, mais pourquoi ce gars-là? Après, c'est un côté, tu aimes partager, et puis en fait,
moi je m'en cache pas non plus, hein. C'est un levier de puissance personnelle, hein. Bien sûr. Le fait de fédérer autour de gens, de toi, des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires, qui ont un pouvoir financier, un pouvoir de réseau, bah, ça vient nourrir ma puissance personnelle pour toucher des gens qui sont encore plus intéressants, aller chercher des opportunités qui sont encore plus rentables. Et moi, c'est un de mes leitmotifs, hein, une de mes des éléments de stratégie d'enrichissement, c'est de créer de la puissance, quoi. Les gens sous-estiment à quel point les réseaux sociaux, quand c'est bien mené, même si on n'a pas des millions d'abonnés et des millions de vues, ils sont vraiment un asset, hein, c'est un actif puissant aujourd'hui. Maintenant, avec ma femme est une influenceuse maintenant, quand on voyage en Europe et tout, elle a le réflexe, et je trouve que c'est brillant comme réflexe, d'envoyer toujours un email à l'hôtel ou machin en mode on est sur les réseaux sociaux, on a notre communauté, qu'est-ce que vous nous proposez? Et maintenant, on voyage soit à moins 50%, soit à l'œil. Sur les hôtels, sur les trucs, les restos, les machins. Ouais. Je trouve ça c'est brillant. Et elle a raison. J'envoie un email, je fais mais pourquoi? Mais pour avoir moins 50 ou gratuit, je fais ouais, c'est une bonne idée en fait. Donc voilà, conseil aussi pour ceux qui nous écoutent. YouTube, Instagram, etc. Même si on a une petite communauté ou quoi, c'est un actif puissant. Par exemple, nous, on fait ça depuis 10 ans. 10 ans maintenant, il y a beaucoup d'abonnés, mais la communauté est beaucoup plus restreinte parce que pour suivre pendant 10 ans, il faut y aller. Ouais. Mais on a toujours des gens qui sont là depuis 10 ans. Je sais pas, sur n'importe quel produit qu'on vend, c'est sûr, on en vend 100 ou 200 minimum. Oui. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils achèteront, quoi qu'il arrive, ils sont là depuis 10 ans, ils seront là. Puis ils savent la qualité qu'il y a derrière, ils savent le sérieux qu'il y a derrière, ils savent qu'il y a un alignement entre ce que tu prônes, ce que tu fais, important. Donc, exactement. C'est très juste ce que tu fais. Parce qu'on discutait, on discutait ce matin sur les tensions du moment, les difficultés et tout. Mais en fait, quand tu réfléchis, c'est vrai que tous ensemble, là, on a la faculté de dire demain, il me faut 50 000, 100 000 euros. Ben, on peut le faire en lançant un programme rapidement parce qu'on fait de la qualité, les gens nous suivent et ils savent qu'ils vont avoir de la valeur. Et nous, on sait qu'on peut créer entre 50 000 et 100 000 euros. À peu près, en quelques semaines. Oui. Mais qui a cette assurance aujourd'hui de le faire, tu vois? C'est vrai. C'était une petite note. Voilà. En passant. C'est un petit aparté intéressant. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand le marché... En fait, on n'a jamais un mois qui est le même que l'autre. Ouais. Quand tu fais des mois très hauts, tu fais c'est bon, je suis le roi du monde. Et puis le mois d'après, tu te fais éclater, tu fais ah putain, mon business il est pourri, je vais finir à la rue, c'est compliqué et tout. Mais la réalité, c'est que vu qu'on bosse, on crée en fait un actif qui sont les gens qui sont derrière nous. Oui. Et que si on continue évidemment à le nourrir, mais dans 20 ans, il faut se dire que ces gens seront encore là. Les intérêts composés sur cet élément-là, ils sont démentiels, quoi. Ouais. C'est un levier phénoménal. Aujourd'hui, à notre époque, comme tu disais, et puis d'ailleurs, je salue l'intelligence de Emma là-dessus, d'avoir... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'or entre les mains, mais qui ne l'exploitent pas, en fait, qui n'ont pas... tu vois, il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, mais qui font très peu d'argent. Moi, j'en connais qui ont des énormes audiences bien plus grosses que la mienne et qui peinent à en vivre, quoi. Et ça, c'est, je pense, une qualité d'entrepreneur, d'être en capacité de tirer le maximum de valeur avec aussi peu d'efforts que possible, quoi. Après, c'est une sélection, parce que toi, tu vas sélectionner des gens qui sont prêts à investir des centaines de milliers, voire des millions. Donc forcément, tu n'en as pas besoin de beaucoup. Oui. Non. Tu vois, mais bon, la difficulté, c'est d'aller les trouver et les chercher. Ouais, et puis en fait, il faut être crédible face à cette typologie de personnes, parce que c'est pas la pro de 5 semaines, quoi. C'est des gens mais pourtant, nous avons eu une discussion off récemment sur des personnes très connues dans l'écosystème de l'infoprenariat. Évidemment, on ne dira pas les noms, mais peut-être qu'on y pense si fort que certains pourraient le reconnaître à travers leur écran. Mais je veux dire, tu as des personnes qui ont quand même un don de la parole, un don du pitch, un don du réseau et autres, qui vont pouvoir générer quand même beaucoup d'argent auprès de personnes qui en ont aussi beaucoup. Et derrière, et puis il y a des grosses affaires aussi en ce moment sur ce sujet-là. Et pourtant, c'est pas les derniers. C'est pas la dernière pluie, quoi. Ça arrive quand même. C'est vrai, hein, mais c'est pour ça que l'investissement est vraiment une compétence à part entière. Tu peux être un excellent entrepreneur, mais un investisseur déployant, parce que ça ne fait pas appel aux mêmes composantes. Tu vois, ça fait pas il y a des capacités forcément qui sont connexes, transversales, mais tu as aussi des choses que tu dois faire différemment. Et pour prendre un exemple concret, un entrepreneur, souvent tu dois prendre des décisions rapides, avec des informations partielles, et vite pivoter si ça ne fonctionne pas.
Si tu fais ça en tant qu'investisseur, tu te crames. Tu peux pas faire ça en tant qu'investisseur. Et beaucoup, moi je vois au niveau des entrepreneurs qui ont fait des exits, ils vendent leur boîte, ils récupèrent 5, 10 millions plus. Et ils vont faire ils se disent, il y a aussi ce côté où, ok, j'ai réussi dans ce domaine, donc j'oublie tout le parcours pour arriver, et je me dis que je vais réussir facilement dans un autre domaine tel que l'investissement. Et vraiment une erreur classique, que d'ailleurs j'ai faite moi aussi à mes débuts, qui a bien tourné, mais j'y reviendrai dessus. Il y a des mecs qui font des exits de leur boîte, ils partent confiants, ils disent c'est bon, machin, et en fait ils font n'importe quoi. Derrière, typiquement, un truc classique, c'est ok, je veux investir dans les startups. Et là, je trouve une des premières certaines. Tu vois, le gars, il a la conviction que ça va marcher et tout. Allez, je mets un ticket de 600 000 balles. Au revoir. C'est un classique. Ah ouais. C'est un classique. Ouais. Et moi, j'ai fait un truc sensiblement pareil il y a de ça quelques années où j'avais mis un ticket, c'était de 60 000 balles. Mais c'était surexposé. Ça a bien tourné. Ouais. J'ai fait je sais plus, x6, x7 en plus-value réalisée, l'exit s'est fait et tout. Mais c'était une mauvaise décision. Tu vois, c'est pas le résultat, c'est le processus. Si je refaisais ça de la même manière là, à chaque fois, en fait, je me crame. Ouais, tu perds. En fait. Et au moins, ça marche une fois, deux fois. Ouais, et la troisième, en fait, tu repères tout, quoi. Et pas oublier qu'il y a vraiment un facteur chance qui est là, et c'est vraiment le process et la manière dont on prend la décision qui est importante. Avec, justement, au contraire de l'entrepreneur qui va prendre une décision très rapide, l'investisseur, tu dois avoir une stratégie long terme, tu dois connaître le produit sur lequel tu investis, bien appréhender au maximum, appréhender les risques. Être conscient aussi que tu as des risques en angle mort en permanence et que c'est pour ça aussi qu'il faut que tu aies une diversification. Et ça, c'est pas des réflexes en tant qu'entrepreneur que tu vas avoir parce que tu dois aller vite. Tu vois, c'est vitesse. C'est success, love, speed. Tu vois, c'est un truc que je me rappelle, dont je me souviens souvent. Et si tu fais ça en tant qu'investisseur, tu te crames, quoi. Tu vois, il y a un truc, comment tu gères, parce que moi nous on a déjà parlé des startups du côté entrepreneur, on trouve qu'on encourage les gens de ne pas créer des startups parce que la plupart s'éclatent, et quand je vois quand même des mecs qui pitchent, on va pas donner de nom, mais ça sent que les mecs, en fait ils n'ont jamais rien fait de leur vie, mais ils savent très bien parler, tu vois. Comment toi, quand tu investis, tu arrives à dégoter, parce que moi, j'ai quand même le nez pour les mecs qui sont... Voilà, j'arrive facilement à voir les incohérences. Mais des fois, des mecs, c'est peut-être bon à investir en eux parce qu'ils vont être capables aussi de faire marcher leur boîte parce qu'ils ont tellement de talent, en fait, de manipulation qu'ils vont gagner de l'argent. Toi, comment tu fais ? C'est quoi ton truc par rapport à ça ? Alors, moi, j'ai une grille d'analyse typiquement sur les startups. Déjà, effectivement, il y a le track record du fondateur. Typiquement, là, j'ai poussé une nouvelle startup dans laquelle j'avais investi il y a 1 an et demi avec les membres de ma commu. Je peux le dire d'ailleurs, c'est France Vérif. C'est une belle boîte française avec un MRR de dingo. Là, ils font beaucoup de rentrées d'argent. Il y a un risque-rendement là pour investir sur cette startup qui est excellent. Ils font quoi ? C'est quoi le business model ? Ils sont tu vois, ils ont pivoté. Ils ont développé une technologie IA dans la cybersécurité qui du coup qui est un vrai problème profond aujourd'hui, qui va être à l'écoute de ce qui se passe sur le dark web, etc., en automatique, et va venir te prévenir. Voilà, y a la technologie, ce sera un peu long à expliquer, d'ailleurs je ne serai pas compétent pour le faire. Mais en clair, le produit, c'est on te surveille en permanence si tu es exposé à des failles, et on vient te prévenir pendant ta navigation si tu vas sur un truc où en clair c'est un scam, quoi. Okay. Avec un niveau de réussite de 99,6%. C'est assez dingo la technologie et c'est les seuls au monde qui font ça, quoi. D'accord. Et donc, potentiellement ça peut exploser. C'est en train d'exploser déjà en termes de chiffres et le potentiel est vraiment intéressant. Et typiquement sur cette boîte, je prends l'exemple, tu avais un fondateur qui avait déjà un parcours d'entrepreneur qui avait réussi. Dans sa boîte, il a mis plus de 2 millions, il a fait un all-in. Il a mis tout ce qu'il avait pour développer toute la technologie qui est derrière. Il a déjà expérimenté une introduction en bourse. Il a à peu près nos âges, des enfants. Il a de l'expérience. Donc ça, c'est déjà un élément tu as la probabilité de réussite du business. Si le gars il a déjà fait des choses à succès, forcément on l'augmente. Au-delà de ça, d'avoir un produit qui
fonctionne. Moi, j'aime bien aller sur des trucs où il y a déjà de l'argent qui rentre. Bah c'est-à-dire oui, que tu as un ça, début c'est de quand même, traction. Tu as une équipe qui tient la route. Pareil, avec des gens qui ont des compétences qui sont complémentaires, qui fonctionnent bien entre eux. Typiquement, là, il bosse avec son associé principal. Ça fait 15 ans qu'ils se connaissent, avec lesquels ils collaborent déjà depuis 15 ans. Enfin voilà, c'est des. Est-ce que tu as investi dans des pragmatiques. entreprises où le fondateur n'a pas d'enfants? Oui. C'est un critère dans tes choix d'avoir des enfants ou pas? Non. Mais Non. est-ce que c'est un critère pour l'association? C'est-à-dire Si tu dois t'associer, Moi là on parle d'investir. Mhm. Là, si on parle de s'associer dans une entreprise, est-ce que c'est un critère aussi pour toi ou pas? Alors, moi, sauf là sur Investorix où je me suis associé avec Nathan Benchimol, c'est lui qui est venu me chercher d'ailleurs, mais sinon j'évite parce que pour une histoire de souveraineté, de liberté personnelle, quoi. Voilà, là c'est vraiment l'occasion était super belle. Je trouve l'apport de valeur, et moi, encore une fois, moi je suis mon premier client et je pense d'abord à moi. Sincèrement, je suis un égoïste complet. Moi, je fais des business pour qu'ils viennent d'abord me nourrir. Et j'estime que si ça vient bien me nourrir, je serai en capacité de bien nourrir aussi les gens qui viennent dessus. Et typiquement, moi, ça me donnait aussi accès aux startups du Y Combinator par le biais de ce business. Et j'avais envie d'investir dans ces boîtes-là parce que clairement, c'est là où il y a le plus de rentabilité, où il y a les plus belles aventures. Et en termes de réseau, c'est démentiel aussi, quoi. Okay. Je pose la question parce que j'avais été ici à un talk à Maurice au tout début, où j'étais venu. Il y a un Mauricien qui est assez connu, qui a créé un site sur le recrutement ici. Alors je sais plus c'est quoi le nom. Et il a fait une exit et voilà, il a fait des millions. Et je me souviens d'un conseil qu'il avait partagé. Ça lui était propre, mais je trouvais ça pertinent, qui est et après il s'est réassocié, je sais pas ce que donne le business, mais il a dit si je devais chercher des associés et me relancer dans une entreprise aujourd'hui, un conseil que je donnerais, c'est je m'associerais avec des gens qui me ressemblent dans leur vie. C'est-à-dire moi, il faut que je sois avec des pères de famille parce que je suis père de famille, il faut que le mec fasse un peu de sport, il faut que le mec s'intéresse un petit peu à son alimentation, juste pour qu'on soit pareil sur la même longueur d'onde. Pour lui, en tout cas, c'était un critère important. Et un autre truc que j'ai vu sur un investisseur, alors je n'aurais pas le nom, mais je trouvais ça aussi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est quelqu'un qui disait moi je n'investis uniquement que dans des boîtes qui font déjà de l'argent et pas sur des idées où en fait pendant des années, surtout dans les années 2010 avec toute la mouvance de la Startup Nation, The Family, etc., il y avait beaucoup de gens qui basaient leur business sur des pitchs en fait, sur l'art de pitcher, et on sait très bien qu'il y a une énorme différence entre le fait de pitcher une idée et le fait de faire de l'implémentation massive et d'exécuter. Ça n'a rien à voir, c'est deux compétences qui n'ont aucun rapport. Là, c'est des mecs, c'est des gogoles sur scène, mais c'est des tueurs et ils vont faire un business qui est extrêmement pertinent, et t'as des autres au contraire, ils vont faire beaucoup d'esbroufs et derrière, il n'y a rien qui se passe. C'est le principe de la politique, hein. Non mais c'est vrai. C'est vrai, t'as un mec qui parle bien, tu vas voter pour lui, mais qu'est-ce que ça veut dire que... Ah bah on le voit, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, on voit le résultat. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de l'émission là sur M6 qui va être mon associé? Tu regardes? Alors, non, juste des petits bouts comme ça. Mais alors le truc, c'est que je sais pas si c'est très juste en fait de donner mon avis, parce qu'en fait avec Investorix on vient concurrencer Blast qui c'est Anthony Bourbon qui est derrière, et c'est lui qui est derrière qui veut mon associé. Et mon associé Nathan lance une émission sur YouTube dans le même style, mais sur YouTube avec des voilà, il y aura des personnes assez connues. Pour l'instant je peux pas en dire plus, donc voilà, je suis biaisé quoi. Et donc t'aimes pas, hein? C'est une façon polie, élégante et politicienne de dire c'est vraiment de la daube. C'est vraiment des guignols les mecs. Il l'a pas dit. Pas les mêmes approches et théories d'investissement. Pour moi c'est du show, c'est beaucoup de show. Bah, en tout cas moi j'ai dû voir une fois et je trouve ça tellement ridicule, vraiment. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les mecs qui sont là, ils investissent l'argent de qui en fait, tu vois? Bah, sur le principe c'est leur argent quoi. Oui. Ouais, mais pas toujours. C'est ça. Dans Blast c'est pas son argent. Bah, Blast maintenant c'est l'argent des investisseurs qui sont dans Blast. Ouais. Donc en fait il s'est fait connaître. Bah, franchement d'un point de vue marketing. Oui, mais d'accord. Bravo. Ouais. Chapeau. Ah bah il est excellent. Ah oui. Mais complètement. ouais, ok. C'est ça.
Après, tu vois, j'aime pas taper, sachant que je suis complètement biaisé. Okay. Non, mais il s'agit pas de taper, il s'agit en fait de comprendre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui le voient et qui se disent ah, il est intéressant, c'est un super entrepreneur. Et moi, de si peu les recherches que j'ai faites, quand un entrepreneur met toujours en avant le nombre d'argent qu'il a levé plutôt que ce qu'il a fait gagner à ses clients, à ses associés, ou même son chiffre d'affaires, c'est-à-dire que le mec préfère parler de l'argent qu'il a levé versus son chiffre d'affaires. Enfin, pour moi, c'est un warning qui est énorme. En fait, les années 2010, il y avait vraiment le mouvement startup et c'était vraiment la métrique la plus importante, c'est combien tu as levé auprès de qui, et là, tu étais le roi du pétrole. Et aujourd'hui, pour moi, en tout cas, la façon dont je vois, dont je le vois, mais je suis pas dans l'écosystème, c'est pour moi, les gens qui parlent aujourd'hui en 2024 d'argent levé, et que de ça, c'est un red flag monumental. Tant que tu n'as pas la preuve du concept, que tu n'as pas des clients qui vont sortir leur portefeuille pour te payer, que tu n'as pas de business, même si tu as levé 1 million, même si tu as levé 10 millions, même si tu as levé 100 millions, tu n'as pas de business. Bon, on ne m'enlèvera jamais ça, fils de commerçant. Où tu as de l'argent, le vrai argent qui circule, l'argent normal, je t'échange un bien ou un service contre de l'argent, etc., qui est vraiment la base du commerce et de l'échange de valeur. Si tu me parles de valo, si tu me parles d'idées, si tu me parles d'argent levé et que tu n'as pas de clients, tu n'as pas de business. C'est mon avis. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est de la vanity métrique, hein, et puis c'est un peu, tu vois, dans l'écosystème start-up à la française, où tu vois, où t'as les gars qui sortent de toutes les mêmes écoles. Ah, moi, je lance une start-up, je vais lever, j'ai levé X millions. Derrière, ça donne rien, quoi. Enfin, mais du coup, les investisseurs. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais pas trop sur les start-up en France. Okay. Et que je privilégie la théorie d'investissement plutôt aux États-Unis, plutôt dans les incubateurs, parce que c'est là où il y a le fruit. Ils travaillent vraiment, en fait. Et puis, tu vois, c'est vrai que il faut délivrer. En France, c'est vraiment un entre-soi. Un peu culturel, où si tu connais un tel et que tu as eu mais j'ai eu l'autre, il a eu la médaille de machin du mérite, l'autre il a incubé avec très vanity métrique. Ouais, avec l'étiquette il est dans tel reconnu machin, et en fait c'est juste du networking. Ouais, c'est pas du un gros mastermind, business. Ouais, mais tu fais pas du business en fait. Au moins les Américains ils charbonnent, ils testent des trucs, ils crament du blé, ils échouent, ils refont et puis ça marche. Mais nous tu serres des mains, tu connais qui, t'as fait quoi, machin, etc. C'est donc toi, en fait, tu n'investis pas dans les startups françaises ? Alors si, mais typiquement, celle que j'ai évoquée juste avant, alors c'est lui qui me l'a dit, donc, mais il n'y a personne qui s'intéressait à sa startup. Tu vois, au moment où du coup, je l'ai contacté parce que j'ai vu passer le truc, j'ai dit, là il y a un truc, ça sent bon. Et il n'était pas bon à pitcher. Franchement. Ton associé là ? Non, France Vérif. Alors ça, c'est France Vérif. Voilà. Et alors, il a vachement progressé depuis, il s'est fait coacher, etc. C'est beaucoup mieux. Mais c'est un gars qui build, tu vois. Il fait, ça délivre. Tu vois, c'est vraiment l'entrepreneur. Il n'est pas forcément bon pour communiquer, mais par contre, il est bon à délivrer, quoi. Et typiquement, ça, c'est le genre de gars qui n'est pas du tout dans tous les écosystèmes, etc. Qui est passé sous les radars, justement, qui provoquait pas d'engouement sur son business parce que il n'avait pas tous les marqueurs qu'on aime bien dans l'univers un peu bobo parisien, start-up, etc. Mais ça marche, quoi. La meilleure façon de gagner de l'argent quand on n'y connaît rien, est-ce que c'est d'investir ou est-ce que c'est d'entreprendre ? C'est un peu la grande question. T'en penses quoi ? Quand on n'y connaît rien, t'as envie de faire alors il vaut mieux de toute façon avant d'investir, alors entrepreneur, clairement je veux dire, tu connais rien, t'es un piou-piou. Entreprendre, parce que ça va de toute manière t'amener des compétences qui seront utiles pour plein d'autres choses dans la vie. Ça va te construire toi, ça va t'amener une meilleure compréhension de qui tu es, et ça c'est une composante pour moi qui est fondamentale d'un bon investisseur, c'est bien se connaître, bien savoir où est-ce que tu vas, pourquoi tu le fais, sinon tu te perds et tu fais de la merde. Voilà. Donc avant tout, effectivement, entreprendre. Mais encore faut-il que ce soit dans les... Est-ce que tout le monde peut entreprendre, mais est-ce que tout le monde a les compétences, les capacités et je sais pas. Je pose cette question parce que je crois Fabien va nous en parler, mais on voit nous des publicités où il y a des gens qui peuvent nous dire tu peux investir avec peu. Oui, parce que on voit bien maintenant sur internet, les infopreneurs, en gros, on peut faire de la bourse avec 50 € par mois, t'as pas d'argent, tu t'appelles Denis, tu connais rien. Est-ce que vraiment tu penses qu'il est possible de rien y connaître
de pas avoir de capital ou un petit peu, tu vois, peut-être 50, 100 balles par mois à mettre. On va où avec ça? Tu te plantes. Enfin, faut être clair. Après, est-ce que pour autant il ne faut pas le faire? Parce que moi, c'est ce sur quoi je milite, c'est de s'intéresser à cette compétence de l'investissement le plus tôt possible. Et le plus tôt possible parce que, en clair, où tu as peu de moyens. Et tu n'as pas besoin de gros moyens pour commencer à investir, à t'intéresser à la thématique. De toute façon, au début, tu te plantes, tu perds de l'argent. Il faut pas se leurrer. Tu vas, effectivement, tu commences sur les trucs comme ça. En fait, ma question, c'est que y a un aspect marketing, comme nous on fait du marketing pour vendre nos offres. Est-ce que tout le monde réussit? Non, évidemment. Est-ce que notre marketing, il est mignon, il est beau? Évidemment, on montre que les beaux côtés. Est-ce que des personnes y arrivent? Évidemment qu'il y a des personnes qui arrivent. Est-ce que c'est la majorité? Clairement, non. Mais est-ce que quand on dit à quelqu'un, tu as 50, 100 euros par mois, est-ce que c'est possible vraiment de s'enrichir avec ça, en investissant que ça, selon toi? Sur 40 ans? Ouais, ok. C'est ça. Okay. C'est ça. Enfin, t'as effectivement sur le long terme, avec les intérêts composés, etc. Mais je veux dire, est-ce qu'on a envie d'être riche dans 40 ans? Mais c'est ça, moi je voyais ça sur Instagram d'une influenceuse Make Money, enfin investissement, elle dit ouais là si vous mettez 100 balles par mois de côté avec déplacement, machin, X%, là dans 20-30 ans vous serez millionnaire. Mais attends, mais tu vas rester dans ton putain de CDI pendant 20-30 ans pour espérer être millionnaire si tu arrives jusque là pour ça. À quel moment c'est sexy l'affaire? Ok, bah si, ça peut être sexy. Imagine je sais pas, t'as un petit taf de merde, t'y connais rien. Si on te dit tu mets 100 euros par mois, tu mets 100 euros de côté tous les mois. Tout le monde peut le faire. Tu es millionnaire dans 20 ans. Mais il faut garder ton taf de merde. Oui, mais ça, avant d'y arriver. C'est autre chose. Alors c'est toute la différence. Quand même. Mais la plupart des gens ont leur taf de merde et seront jamais millionnaires dans 20 ans. Oui, c'est ça. Tu vois, ma vraie question, c'est est-ce qu'on peut avoir un taf de merde en faisant des investissements avec 100 euros? Est-ce qu'on peut devenir vraiment millionnaire dans 20 ou 30 ans? Oui. Okay. Ça, oui. Et il vaut mieux le faire que pas le faire, mais... J'ai un taf de merde et j'investis 100 euros tous les mois et je fais jouer les intérêts composés versus j'ai un taf de merde et je fais rien. Oui, ok. Oui, non, mais clairement. Là, en train de dire, tu préfères mourir noyé ou brûlé? Non, mais attendez, là, faut remettre les choses dans le contexte. Regarde. Souvent, les gens qui ont le mindset et la pugnacité pour déjà avoir cette vision de je me projette à 20-30 ans et je mets 100 balles, ils vont pas s'arrêter là. Ouais, bien sûr. Genre, ils vont s'ouvrir à d'autres trucs. Ouais. Ils vont progresser. Et franchement, alors oui, bien sûr, t'en auras quelques-uns qui vont être dans ce schéma et qui vont rester dans ce schéma. Tu as des exemples d'un gars aux États-Unis qui était balayeur et qui, tu vois, arrivé à 60 ans, il était multimillionnaire parce que typiquement, il a suivi cette stratégie-là. Où les gens étaient en mode mais what the fuck, d'où il est multimillionnaire lui. Mais c'est une ultra minorité et moi j'incite les gens à quand même mettre un pied là-dedans parce que tu t'ouvres à un univers où après tu vas explorer le reste et tu auras du coup des résultats. Tu actives les intérêts composés mais sur l'aspect compétence. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Je suis d'accord avec ça. Hein. Après, moi je vais militer pour une idée plus forte qui est savoir qu'effectivement arrêtez de vous satisfaire de ça parce que c'est vraiment de la merde. Ouais, mais je serai millionnaire à 50-60 ans, mais on s'en bat les couilles. Regarde la maison là, c'est maintenant que tu veux profiter de ça. C'est pas quand tu vas boiter parce que ta prothèse que tu t'es fait réparer il y a 2 mois, elle a sauté. C'est pas ça. Mais évidemment. C'est ça que tu veux là. Évidemment. C'est la rivière, c'est le calme. Il y a personne. C'est pas le RER à la Gare du Nord. Oui, mais ça tu peux pas le faire avec l'investissement. Bah alors à un certain moment. C'est comme j'ai dit, moi mon enrichissement vient principalement de l'investissement. Mais tu as un capital à investir. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand même à la base, il y avait de l'entrepreneuriat et donc au moins quelques centaines de cas d'accumuler. Ça pourtant c'est un détail. Quelques centaines de cas. Oui, bon. Attends, 400 000, 500 000, mais c'est de la poussière, des 500 000, c'est quoi 500 000 trop loin, aujourd'hui? Il faut redescendre. Vous faites bien de recadrer les choses. Vous avez raison. Comment t'as fait pour avoir des centaines de cas à investir? Ça, on en est là pour la plupart des gens. Et après, on va aller dans le. C'est l'entrepreneuriat, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et le gros accélérateur de grosses richesses, c'est les investissements par la suite. Absolument. Ok, très bien. Alors, c'est marrant que nous, on est vraiment ton avatar en termes d'offres. Ouais. Ah oui. Parce que nous, on est des kékés de l'investissement. On est des entrepreneurs, on va dire des bons entrepreneurs, mais on arrive bien à
à perdre notre argent. C'est clair. Tu vois, même dans l'IMO, là, les gens vont me suivre épisode par épisode, tourner avec ton putain de terrain. Même là, tu vois, la signature était décalée, la vendeuse, machin, je veux relire l'acte. C'est pas fluide. Hein. Mais bon, je me suis rassuré hier, j'ai regardé le prix au mètre carré, il a encore évolué. Donc j'achète à 250, il vaut 545. C'est On beau. est bien. C'est bien. Un petit fois deux. C'est une belle. Mais tu vois, tu goûtes ce qu'on peut faire. C'est ça. Ça va te donner de l'appétit pour le reste. Un petit peu. Donc on va suivre les conseils de Cédric par la suite. Est-ce qu'on peut tu veux parler de quoi là? Tes meilleurs et pires investissements, parce que je voudrais qu'il nous parle de sa poussière de quelques centaines de milliers d'euros, mais on veut entendre parler de la sueur et du sang, des erreurs, des choses typiques. Ah ouais, je parle du chat. D'ailleurs, j'en parle sur ma chaîne, parce que la vie d'investisseur, c'est pas je gagne de l'argent à tous les coups. Loin de là. Tu nous as accueillis dans ta maison ce matin avec ta fille qui est adorable, et au début, je pensais que c'était une peluche qu'elle avait. Oui. Et en fait, c'est un vrai chat en laisse, petite laisse, cuir rose pailleté. Je trouve ça exceptionnel. Et tu t'es quand même posé la question autour d'une vidéo YouTube très détaillé, avec une mind map étape par étape, de savoir si c'était une bonne question ou pas d'investir dans ce chat. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta démarche, Cédric? Donc, le chat. Ouais. Alors, après, moi, j'ai voulu partager, en fait, tout ce qui a fait marrer beaucoup de monde autour de moi sur ma manière dont j'avais appréhendé la chose. Et d'une manière générale, j'essaye de me projeter, moi-même, j'ai des projections intergénérationnelles en termes de stratégie, de vie, d'investissement, d'entrepreneuriat. Et voilà, pour moi, un chat, ça c'est le genre de décision, à mon sens, en tout cas moi, je ne le prends pas à l'emporte-pièce, dans le sens où voilà, la durée de vie d'un chat... Est-ce qu'on peut remettre un peu de contexte? Donc le gars, j'investis des centaines de cas, non, j'ai entendu expliquer à mes filles qu'on va pas prendre de chat parce que ça coûte trop cher. Alors qu'il y a Josiane qui nous regarde, qui est au SMIC, qui a 3 chats chez elle. C'est le coût d'opportunité. Enfin, pour moi, vraiment, l'argent, c'est juste de l'énergie stockée. Ça permet de faire des choses. Voilà. Et pour moi, c'est ce que j'ai calculé avec le chat, c'est le coût d'opportunité. Sachant qu'à la base, j'avais absolument pas envie d'avoir un chat. Moi, je voyais comme une contrainte énorme. Mais je veux pouvoir partir quand je veux. Ce qui t'a demandé de faire des calculs pour montrer à toute la famille. Regardez, ça vaut pas le coup. Comment s'appelle ce chat déjà? Misty. Voilà. Petit chat. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un chat aussi mignon. Merci, c'est moi qui l'ai choisi. Tu l'as bien choisi. C'est bien d'arbitrer. Comment t'as choisi le chat? Est-ce qu'il y a un pitch? C'était au feeling, tu en parlais tout à l'heure, mais c'était au feeling. C'est un très mauvais choix d'ailleurs de faire ça. Hein? C'est un très mauvais choix. Parce qu'en fait, moi, je connais les animaux, j'ai arrêté il y a 10 ans, mais intéressant. Je me suis vraiment intéressé aux chiens, et tu choisis pas un chien au feeling, jamais. Donc un chat, c'est pareil. Mais ok, bon, écoute, jusqu'à maintenant, on en est très content, elle se comporte très bien, et j'ai choisi au feeling. Voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai la croyance que le feeling est nourri par l'inconscient et que l'inconscient traite un tas d'informations que nous, on ne traite pas de manière consciente. Et le feeling, pour moi, c'est une manifestation de cet inconscient qui, lui, a traité des micro-détails pour nous dire là, il faut que tu y ailles ou là, il faut que tu évites. Très juste. Voilà. Donc, bon, écoute, j'ai fait ce choix pour le choix dans ce bouquet de chats qu'on nous a présenté, ça a été au feeling. Mais avant ça a été effectivement une décision mûrement réfléchie, dans le sens où c'est un engagement. Alors, je me suis fait reprendre forcément sur ma chaîne, j'ai fait la vidéo sur chat, donc j'ai dit mais oh là là. On voit bien du coup comment tu es de réfléchir avec l'aspect argent par rapport à un animal, et puis tu mets de durée de vie, non pas espérance de vie, donc ça montre bien comment tu vois les autres, enfin voilà, le mal incarné quoi. Ça montre ta personnalité. Ça justifie la mauvaise personne que tu es, et je pensais ça depuis le début quand je regardais ta chaîne. Exactement. Et là aujourd'hui tu te révèles au grand jour. Exactement. On a tous connu ça. C'est ça. Donc oui, je parle de durée de vie ou espérance de vie, voilà. Bon, c'est 14 ans en moyenne. Putain, 14 ans les gars quoi. Pendant 14 ans, moi le chat c'était les poils de partout. Tu te prends, moi j'avais des chats quand j'étais jeune, donc je me rappelle tu prends la serviette, tu t'essuies, puis t'as les poils là. Et la litière, l'odeur, les pipis sur le tapis, faire ses griffes. Donc moi j'avais tout cet aspect-là, et puis tu t'en vas, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu mettes de la logistique autour de ça. Et voilà, c'était le truc, je veux pas de tout ça. Mais ma fille, la plus grande, qui a 6 ans, me tanne depuis des années. Toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Papa, quand est-ce qu'on a un chat? Sachant qu'on en avait un en France que j'avais hérité de ma compagne, mon épouse. Mais que putain, ça me faisait chier franchement. Et c'était un chat bibelot, tu vois, il était pas câlin et tout, il était beau,
mais il servait à rien, quoi. Et j'avais absolument pas envie de retomber là-dedans. Et donc ma fille me tannait. Donc je lui dis, ok chérie, écoute, j'ai plein d'a priori, je vais me poser. Je vais poser le truc de manière pragmatique, voir les avantages, les inconvénients, comment on peut gérer, qu'est-ce qui est acceptable comme moi comme en termes d'organisation. Mais qui fait ça? Les gens sur YouTube. Et le coût. Ce gars est un malade mental. Là. Ça a l'air de marcher, ceci dit. Et voilà le coût qui est associé. Combien ça coûte ce chat? Donc ça coûte Qu'est-ce que ça va me demander donc comme effort? Parce que l'argent, c'est pour moi, c'est de l'effort. À un moment donné, c'est de l'énergie que j'ai mis quelque part pour pouvoir le produire. Et aussi, j'ai poussé l'exercice en tant qu'investisseur avec le coût d'opportunité, puisque ça, c'est un truc que tu fais dans l'investissement, c'est que pour arbitrer en termes d'investissement, c'est ok, tu regardes les risques, le rendement, mais tu te dis, ok, si cet argent-là, je le mets à tel endroit, est-ce que j'ai pas un meilleur risque-rendement? Et donc, ça crée un différentiel de coût d'opportunité qui est typiquement le gars lambda qui va foutre sur son assurance vie, poussé par son CGP ou banquier avec des frais dégueulasses, un rendement dégueulasse, et qui va se taper au mieux du 3 ou 4% annuel versus aller sur un truc à 10% sur 100 000 balles. Tu fais le calcul du différentiel, c'est coût d'opportunité. Voilà. Et donc, j'ai fait le calcul de ce chat qui, sur donc 14 ans en cumulé, va coûter dans les 22 000 $ à peu près. En fait, en coût d'opportunité, si j'investis cet argent au rythme des dépenses que j'ai pendant 14 ans, ça me fait un coût d'opportunité en faisant le différentiel, à peu près 40 000 $. Voilà. 40 000 $. Donc, ces 40 000 $, qu'est-ce que je peux faire avec en termes d'expérience avec mes filles, en termes de création de souvenirs, versus l'apport du chat. Ouais. Et donc, finalement, je me suis dit, ok. C'est ouf. Alors, je comprends vraiment. Mais c'est vrai, mais qui fait ça en fait? La personne. Qui fait ça? On l'a trouvé. On a trouvé le gars qui fait ça. Mais visiblement, ça marche de faire ça. Bah oui. Après, c'est ma manière de fonctionner, quoi. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne. Je dis pas, il faut que tout le monde fasse ça, parce que je suis bien conscient que pas tout le monde est câblé comme ça et que ça paraît dingo. Et ok, très bien. C'est votre vie, quoi. Donc, Misty, c'est ton pire investissement? Eh bien, on verra dans 14 ans. Ouais, tu auras la réponse. Voilà. Alors, en tout cas, je suis aligné avec la décision. Et le process décisionnel, pour moi, était bon. Donc, est-ce que je reprendrai la décision de la même manière? Tu vois, oui. Et après, est-ce que le résultat sera positif ou pas? Ça, on verra. Mais de ce que je vois là aujourd'hui, depuis un peu plus de 2 mois, c'est positif. Que pense ta femme de cette façon de réfléchir? Est-ce qu'elle se dit c'est un gros déglingo, ou elle se dit j'aime bien, mon homme est posé, réfléchi, un mélange des deux? Alors, c'est sûr qu'elle s'est habituée en fin de compte à ma manière de fonctionner et de réfléchir. Ça veut dire qu'il y a eu des histoires. Au début, il y avait même de la défiance chez elle, quoi. Ouais. Surtout que elle venait d'un milieu où elle m'a rencontré, j'étais entrepreneur, j'avais des bureaux à Gap, j'avais l'appart à Aix-en-Provence, et elle avait un côté, mais tu vois, avec toutes les préjugés déjà sur les entrepreneurs, j'avais ma BMW, tu vois, il a 26 ans, c'est bizarre quand même, est-ce qu'il fait pas du trafic de drogue? Il y a des amis à elle qui lui posaient des questions comme ça, donc, et puis effectivement, ma manière de fonctionner n'étant pas commune, au début il y avait de la défiance chez elle sur une inquiétude, est-ce que je cachais des choses, etc. Enfin, donc elle s'y est faite. Et je crois qu'aujourd'hui, ça la sécurise en fait. De toute façon, j'ai prouvé en fait. Oui, c'est la réalité au bout d'un moment. Même pour le chat, t'as pas dit bon, écoute, c'est vrai. Elle me tannait depuis un moment aussi. Ouais. Mais pour moi, c'était inenvisageable de prendre la décision à l'emporte-pièce. Encore une fois, 14 ans quoi. 14 ans de mais c'est les gars, 14 ans quand même le chat. Putain. Comment toi t'as un chat et un chien? Oui. Comment s'est passé le processus de décision? Tu veux savoir pourquoi je crame mon argent? Alors, processus de décision, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Oh, il est mignon. Non, même pas. Pire. Il y a une copine de ma femme qui reste quelques semaines à la maison. Ils vont à la Croisette, donc le supermarché, là, le coin où il y a toutes les boutiques. Et ils voient un chat abandonné qui sort d'un coffre de bagnole, je sais plus quoi. Et ils disent, ah non, il est trop mignon, on va pas le laisser là, il va se faire écraser. Ce qui est vrai qu'il y avait un risque. Et donc, il n'y a pas eu de mind map. Ils sont arrivés avec le chat. Tiens, on a un chat. Ok. Voilà. Et deuxième, pour le chien, alors ça, le chien, c'est. Alors, parce que le chat ne coûte pas très cher.
toi, t'as un chat de luxe. Mais nous, c'est un chat, il n'y a pas de litière, c'est dehors, on se voit une fois par jour, elle boit l'eau de la piscine, elle mange qu'elle trouve et c'est tout, quoi. Et elle est très contente comme ça. Donc, c'est pas un gros passif. Par contre, le chien, c'est un gros passif. Mon fils était malade et il a été hospitalisé quelques jours pour une pneumonie. Donc, extrêmement stressant comme passage. Très inquiet. Et évidemment, à la fin, quand il s'est remis, je lui dis demande-moi tout ce que tu veux. Je te dirai oui. Ne faites jamais ça. Bon, il m'a demandé une Bentley, j'ai dit non. Et après, pas tout de suite, mon Pas tout de suite. Et après, il m'a dit je veux un chien et un carlin. Et donc, on a été chercher un carlin à l'île Maurice. Donc, il y a un seul élevage de carlin. C'est une race qui n'est pas du tout commune ici. Ça coûte une fortune. Combien ? Il a 3 000 €. Il a des maladies de peau. Donc, il faut changer les croquettes, des croquettes spécialisées. Il faut lui mettre des injections et tout. Ah putain. Alors là, la mind map, alors tu vois, la mind map, il y aurait des drapeaux rouges partout. Non, n'y va pas. Donc le chat, ça va. Le chien, c'est plus compliqué. Mais c'est ce que dans les commentaires, il y en a plusieurs qui m'ont dit ah putain, t'as pas vu le chien. Non, le chat c'est easy, sauf quand t'as un chat comme ça, une petite poupette de luxe. Mais moi, mon chat, c'est un chat de canne à sucre. C'est un chien, même que tu pars, tu rentres en France, soit faut l'emmener, soit faut le faire garder. C'est ça. Enfin, c'est une putain de gestion en fait. Ouais. Au-delà du coup, t'as aussi l'énergie, tu vois, à mettre dans un. La charge mentale. Ouais. C'est pour nous autres qui avons plein de trucs en tête et qui avons le cerveau qui justement travaille en tâche de fond sur nos business. Enfin, moi, c'est un truc, c'est la raison pour laquelle j'ai une seule tenue. D'ailleurs, ça, c'est aussi une dinguerie. Steve Jobs. mais ça, je fais ça depuis maintenant 6 ou 7 ans. C'est-à-dire, j'ai les mêmes vêtements, tu vois, que j'achète en x10, quoi. Et je m'habille tous les jours de la même manière depuis maintenant 7 ans. Donc, tu as le même polo bleu ? Ouais, alors. J'ai fait une petite variation parce que j'avais pas trouvé exactement. Mais en clair, j'ai que des polos bleus, un peu plus foncés ou un peu plus clairs, même marque. Et que des shorts blancs. Et tous les jours, je m'habille. C'est au moins, enfin, pas de charge mentale. Je prends, tac, je mets. Voilà. C'est vraiment un truc de mec, ça. Les femmes qui vont le regarder vont se dire mais c'est des déglingos. Il va falloir qu'on invite nos femmes pour rassurer tout le monde parce que sinon ça va pas le faire. En fait, moi, je commence à changer mes vêtements quand il y a des trous dedans. Là, je suis non, là, faut arrêter. Ça aussi, c'est un truc de mec. Et surtout à Maurice, en fait. T'as beaucoup moins. T'as un côté. Tu t'en fous plus en fait. Tu vois, c'est pas le côté parisien où tu vois là, tu dois afficher, etc. Même pour les bagnoles d'ailleurs. C'est très vrai. Ici, t'es beaucoup plus chill et je dirais que c'est pas le gars qui va être forcément en costard, cravate, Gucci, machin chose, qui va peser le plus lourd. Maurice, il y a quand même dû paraître. Il y a sur la bagnole, il y en a sur la bagnole. C'est ce que je veux dire. Moi, quand je suis arrivé, nous en France, on habite à Angers, donc, avec mon espace déglingué qui a 25 ans, ça va très bien. Quand je suis arrivé ici, tu vois quand même que. Plus dans le nord que dans peut-être par ici. Quand je vais à l'école, tu vois les mecs avec leurs grosses bagnoles. Il y a un mec qui débarque avec la Ferrari, c'est qui fait un bordel monstrueux. Ah ouais, à Maurice. Devant l'école, il rentre. J'ai dit, mais gars, mais rentre pas là, ça passe même pas. Enfin, si c'est pas pour que les gens voient sa voiture. Non, mais en Ferrari. Mais Ferrari, ouais. Aucun sens. Devant, sur l'école, c'est sur les graviers et tout. Après, je veux dire. Pour avoir une voiture de ce genre en France, t'as un vrai plaisir à la conduire. Sûrement. Ici à Maurice, franchement, le plaisir de la conduire. C'est exactement ce que j'ai dit. T'as une Ferrari à Maurice. Je le vois pas. Je ne le comprends pas. Pour déposer ton enfant à l'école du Nord avec les graviers et tout. Mais tu vois, quand tu l'as et que t'as envie de l'utiliser au quotidien, ça je peux comprendre. Après, c'est clair qu'ici à Maurice, justement, j'ai du mal à percevoir l'intérêt parce que. Tu roules à 80 peut-être au mieux, que t'es pas dans des sphères, mais j'ai rencontré quelques personnes ici où avec Amélie, ma femme, on s'est dit putain, mais alors lui c'est vraiment le truc, c'est m'as-tu vu, c'est il a besoin que les autres valident sa voiture, tu vois, sa maison, la taille de sa piscine, tu vois, après c'est peut-être des phases aussi dans la vie. Et sincèrement, j'ai eu un peu ma phase aussi comme ça quoi. T'as besoin de prouver, et puis après tu te dis mais j'en ai rien à foutre de ce que les autres y pensent et tu fais par rapport à toi quoi. Après il y a passionné automobile, moi j'ai un fils, je sais que les voitures c'est un truc de fou. Alors, ton chat c'est ton pire investissement ? Ou non, tu sauras que dans 14 ans. Non, j'ai fait en termes d'investissement. Il va ouvrir le fichier PowerPoint, la mind map. Alors, ouais, exactement. Tu les as pas comme ça en souvenir. J'ai fait j'aime bien donner des chiffres. Allez, soyons précis. J'ai cru comprendre que c'est important pour toi d'être précis. Si je peux, tu vois, parce que parfois je fais des trucs effectivement au souvenir, je donne approximatif, mais si j'ai l'occasion quand même d'être un peu précis, allez, vas-y. Je préfère être précis. Parce que j'ai fait un
dernièrement, j'ai fait justement un webinaire où je parlais de mes meilleures leçons en tant qu'investisseur. Okay. Et là-dedans, effectivement, il y avait, comme je disais tout à l'heure, parfois, tu as des investissements qui donnent des résultats positifs, mais où tu tires une leçon en te disant « j'ai pris une mauvaise décision ». Et parfois, tu as des investissements qui ne fonctionnent pas, mais la prise de décision était bonne. Ouais. Tu vois. Et alors, en termes de pire investissement, une boîte dans le domaine bancaire, voilà, fintech. Où, typiquement, tu vois, en termes de valo, je suis monté à un x60 sur cette boîte. 60 x60. En valo. Ça veut dire en valo, en plus-value latente. Donc, ça veut dire que tu n'as pas revendu. Voilà, exactement. Tu as mis 1 000 € à un moment. Voilà. Si tu sortais, tu aurais eu 60 000. Exactement, c'est ça. Et tout allait bien, etc. Et crise de liquidité sur cette boîte. Un actionnaire devait, sur un nouveau tour, remettre pas mal d'argent. Au final, il va pas au bout du truc parce que période Covid et tout, des problèmes, les bourses qui baissent. Voilà, donc il y a eu plusieurs startups qui sont dead à ce moment-là. Et donc, cette boîte, pas le choix, se fait racheter, mais en mode dégueulasse. Et je passe de x60 à moins 90% par rapport à l'investissement d'origine. Ah ouais, donc en fait, tu as perdu... J'ai tout perdu, quoi, concrètement. Enfin, là, par rapport à la valo actuelle, je sais pas si c'est moins 90, moins 95, de toute façon, je regarde plus, je m'en fiche. Ah, ça, t'as dû prendre cher quand même. Ça fait partie du jeu. Ouais. Franchement, c'est le jeu des startups, hein, c'est la loi des grands nombres. Et tu investis sur de multiples sociétés, et dans le lot, t'en as une, deux sur un portefeuille de 20-30 qui va te faire des dingueries, quoi, et qui peut être life changer. Moi, j'ai vraiment des exemples. Enfin, on va en parler des meilleurs exemples. Ouais, t'aurais pu sortir avec le x60 ou c'était Non, c'est le gros défaut effectivement avec les startups. C'est que tu peux pas sortir. Il faut que tu aies un élément de liquidité pour te permettre de récupérer. T'avais mis combien dedans? J'avais pas mis grand chose. Je sais plus, c'était peut-être 4000 balles. Ah, je pense que les startups, 100 000 €, c'est petit ticket. Hein. Tu multiplies sur la loi des grands nombres. Ok. Et moi, je crée de l'effet de levier aujourd'hui en fédérant des investisseurs, et je prends ce qu'on appelle du carry. C'est un moyen de faire un levier. Justement, enfin, l'exemple que je donnais où j'avais mis 60 000 balles sur une, c'était une connerie, donc je ne le fais plus maintenant. Ouais. Pour jouer et maximiser la loi des grands nombres, je multiplie. Par contre, je crée ce qu'on appelle aujourd'hui des SPV. Je fédère des investisseurs. Moi, j'apporte l'opportunité et je prends ce qu'on appelle du carry. Donc, je prends genre 20% de la plus-value si ça fonctionne et qu'il y a un exit. Et pour moi, c'est mon levier en clair pour investir dans des startups, en faire plus et maximiser ma probabilité d'un événement qui soit ultra rentable. Attends, ça c'est ton pire investissement? Alors cette boîte-là où j'ai fait moins 90%, non, et j'ai une ICO. Ça voilà, ICO, un truc bien risqué. C'est bon ça. Crypto. Ah, une bonne petite levée de fonds crypto. Combien? Moins 100%. J'ai perdu la totalité. Hein, quel ticket? Alors, c'était au tout début où j'ai commencé dans la crypto. Et heureusement que j'avais quand même des notions de money management où j'avais mis juste 1000 balles. T'as perdu 1000 balles. À chaque fois, ils nous vendent des trucs de fou. C'est moi 100%, moi 90. Il fallait 50 balles. Non, mais j'ai pas d'exemple. Coûte plus cher. Il est pas assez mauvais pour faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça en fait. J'essaie d'aller creuser. J'essaie d'aller creuser sur un truc honteux comme nous, quoi. Non. Un truc dont j'en ai parlé sur ma chaîne d'ailleurs. J'avais même Arte qui m'avait interviewé et qui a détourné complètement ce que j'avais dit. C'est étonnant ça. Étonnant pour des journalistes. Ils sont très intègres, voyons. Et alors c'était en 2022 où j'étais en mode je vais me consacrer maintenant uniquement à gérer mon capital, mon patrimoine, mes investissements. Et en fait, j'étais pas prêt mentalement de passer de j'ai des revenus d'activité à je ne vis que de ma capacité à générer de l'argent de mon argent. Ce qui m'a amené parce que du coup psychologiquement ça allait pas, donc ça amène à faire des conneries. Et typiquement je me suis surexposé sur l'or. J'avais mis dans les 300 000 balles et j'ai perdu dans les 10-15%. Voilà. Non, ça reste toujours très mesuré. C'est clair. À chaque clip, tu attends un truc sale et tout. Genre, j'ai mis des NFT, j'ai mis 15 000 balles. C'est juste avant qu'on fasse le podcast, on parlait. Et du coup, je calculais. Je disais, putain, moi, en fait, sur les NFT, j'ai perdu 50K, quoi. Tu vois. C'est bien. Okay. Par contre, je peux parler d'un truc où j'ai perdu 40 000 balles l'année dernière. Ah. Mais je me suis fait hacker un de mes wallets crypto.
Ah d'accord, mais ça c'est bon, c'est autre chose. Voilà, mais j'ai pas. Mais comment désolé, j'ai pas d'exemple où j'ai perdu des centaines de toi cas. qui calcule combien lui coûte son chat se fait hacker son wallet crypto. Alors après, le truc c'est que justement moi ce que je prône, c'est un très bon point. J'ai une diversification sur mes wallets. Donc les risques en angle mort, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc je préfère mettre sur différents moyens de stocker de la valeur dans les cryptos. Parce que si au moins j'ai un truc qui se fait hacker ou j'ai un problème sur un, ça ne me tue pas l'ensemble de mon portefeuille. Donc l'année dernière, j'étais sur Atomic Wallet, j'en ai parlé sur ma chaîne, j'ai expliqué, je me suis fait hacker. Voilà. Alors je ne me suis pas fait hacker moi, c'est Atomic Wallet qui s'est fait hacker. On ne sait toujours pas ce qui réellement s'est passé. Ils ont volé dans les 100 millions. Ouais, j'ai vu ta vidéo. Ouais. Voilà. Et a priori, il y a eu une espèce de backdoor à un moment donné, une mise à jour vérolée, qui a fait qu'ils ont été en capacité de récupérer ce qu'on appelle les clés privées qui donnent en fait accès aux cryptos qui sont stockés sur le wallet. Et donc je me rappelle, j'étais à Marrakech et c'était le soir, puis j'ai un des membres de ma commu qui me dit « Attention, Atomic Wallet, apparemment il y a un truc ». Donc je dis « Ah, je vais jeter un œil ». Et là j'ouvre et je vois le solde, tu vois, 40 000 et quelques. Et puis, qui descend, je fais « Oh merde !» Devant toi? Ouais, devant moi. Ah ouais. Hein. C'est parce que j'avais ouvert le truc qui se mettait à jour. Ah, il se mettait à jour, ok. Voilà, ouais. c'est qui se mettait à C'était jour. déjà mort. C'était déjà mort, okay. Tu vois. Et sur le coup, forcément, j'étais en mode « Oh non, putain, merde, je suis dégoûté, non, c'est pas possible ». Et 5 minutes après, je me suis dit « Bon, ok, c'est la réalité, c'est la blockchain, c'est mort, tu récupéreras jamais ton argent. Next. Voilà, c'est la vie. Choix, hein. De toute façon, ça fait partie des risques inhérents à l'investissement dans le crypto. Ils prennent pas le risque légalement après de se dire. Il y a une class action. Oui, c'est ça. Oui, ça, ouais. Une class action et tout. Mais pour moi, c'est mort. J'ai autre chose à foutre de mon temps. S'il n'y a pas d'argent à récupérer. Que de suivre le truc et tout. Ok, next. Voilà, ma charge mentale, je préfère l'exploiter, à l'utiliser à des choses qui vont créer de la valeur. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Mais je me suis refait dans les 48 heures. Ah, intéressant. Sur quoi? Il y a des clauses de confidentialité qui sont associées, mais sur la vente d'un asset, voilà, où j'étais en négociation et j'ai dit mais fuck putain, j'ai perdu mes 40 000 balles, non, je vais me refaire le plus vite possible, tu vois, en mode c'est pas grave, je vais recréer cet argent et j'ai négocié pour l'équivalent en plus sur l'asset que je vendais. Et donc dans les 48 heures, voilà, j'ai récupéré la somme sur cette vente là, quoi, approximativement à 15% près, quoi. J'ai une petite histoire sur quand tu perds de l'argent comme ça en live. Parce que vous vous rappelez le Luna quand il s'est éclaté? Ah oui, j'ai perdu de l'argent dessus. Ah non, mais le Luna, moi je me rappelle, je suis au sport. Déjà je mets 1000 euros. Je me dis, je mets pas grand chose. Je me dis, j'ai fait éclater par les NFT. Donc, non, c'était à cette période-là où tout tombait. Je mets 1000 euros sur le Luna. Je le mets le matin, je vois le soir, tout perdu, zéro. Tu vois. Là, du coup, je vais au sport, vers 16h, 15h. Je me dis, tiens, il a bien baissé, là, il faut reprendre. Je suis au sport sur mon truc, mais je remets 1000 euros. Le temps de faire 10 développés couchés, mise à jour, 1000 euros, zéro. Tu fais, ah d'accord, je viens de perdre 1000 euros là en quelques minutes. Le mec qui comprend pas, il remet dans la machine. Ça marche pas, tu mets un autre. Il déconne le truc, tu remets une pièce, il va tomber mon sneaker. C'est ça le truc en termes d'ailleurs, parce qu'au final, c'est de la spéculation et du trading là, que tu as fait. Mais c'est. Tu vois, as ce juste rapport entre ça a baissé et là c'est sur un niveau où c'est intéressant de reprendre, et ça a baissé, là c'est sur un niveau où ça pue et il faut se barrer, quoi. Tu vois, et ça, c'est une compétence aussi, quoi. Alors. Tout à fait. Alors maintenant, tes meilleurs investissements, si tu ne devais qu'en communiquer un pour bien te la raconter ou faire rêver, ce serait quoi? C'est la crypto en 2020-2021. J'ai même écrit un bouquin là-dessus où je détaille mon parcours. Qui a été life changer, quoi. C'est d'un seul coup je suis passé je suis dans mon business et c'est justement, je suis en mode il faut que j'en sorte, c'est plus possible, je vais en crever. Ok, là si je veux j'arrête de bosser jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Et donc la crypto 2020-2021 qui était du délire, où pareil j'ai documenté sur ma chaîne, novembre 2020, où je prends cette décision suite justement à cette journée expérience de mort imminente, et donc je me dis ok, dans un an tu as ça. Qu'est-ce que tu as comme moyen aujourd'hui d'arriver à ce résultat?
Donc j'avais plusieurs options qui étaient déployées. Et justement, là, le pouvoir justement de te poser des problèmes, de te mettre des objectifs ambitieux, et le cerveau, comme il va te nourrir automatiquement en idées. Et donc là, ça me paraît comme une évidence en me disant, mais en fait, là aujourd'hui, c'est le moment le moins risqué de toute l'histoire des cryptos pour investir dedans. Et donc je dis, ben en fait, ok, ben, je prends toutes les liquidités que j'ai et je mets tout dedans. En mode, là aussi, risque mesuré, mind mapping, réflexion, projection. Ok, ça loupe. Ben, j'ai plusieurs centaines de cas qui sont perdus. Dans le pire des cas, si vraiment ça va à 0-0, ce qui était une probabilité ultra faible. Et là, ça fait mal, mais au final, à mon quotidien, ça change rien. C'est juste juste du capital. Ouais. Par contre, si ça marche, finito. Voilà. Et là, tu vois, c'est la libération, quoi. C'est vraiment le côté l'argent, élément libérateur. Et je peux dire, ben, fuck. Ça, j'ai plus envie de le faire. Fuck. Ce business, j'ai plus envie de continuer. Fuck. Et me consacrer uniquement aux choses qui ont du sens pour moi. Ce qui est d'ailleurs une vraie problématique. Hein. D'arriver dans ce moment où tu as le vide et tu as le choix. Et c'est d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs vivent ce post-exit où tu as le vide et tu es face à toi-même. Demander, bah maintenant en fait j'ai le choix. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire de mon temps ? Et il y en a pas mal qui tombent en dépression en fait, qui font des burn-out ou dépression, enfin c'est le nouveau nom à la mode aujourd'hui, burn-out. Mais... Donc là c'est une dépression quoi. Ils sont plus utiles. Ouais, à ce moment-là parce que on t'enlève ton âme en quelque sorte. Tu as mis toute ton énergie dans ce business, tu l'as monté, tu as géré le truc, c'est ça qui drivait ton quotidien pendant parfois 10 ans, 15 ans. Et puis d'un seul coup, pouf, c'est terminé. Tu as du vide. Et ben en fait, te retrouver face à toi-même, c'est à la fois une immense chance et extrêmement inconfortable d'avoir le choix. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment la crypto, c'est le bull run, c'était en 2020-2021 ça. Mais du coup, tu as placé, tu as attendu ou en fait tu étais actif, Non, j'étais actif avec une stratégie là aussi que j'ai documentée sur ma chaîne, qui est de constituer un portefeuille, d'avoir une pondération, d'essayer d'avoir quand même un sens du timing pour rester un peu plus positionné sur une crypto ou alors sous-pondérer certaines. Mais globalement, pour la faire simple, la stratégie, c'est un portefeuille, tu mets un pourcentage sur l'ensemble des cryptos, tu fais en sorte quand même de bien choisir tes projets. Chose que j'ai fait cette semaine, c'est aussi quand tu vois qu'il y a des projets, en clair, ils ne donnent pas des bons signes, c'est d'accepter, ok, je me suis trompé, j'ai eu tort, je les dégage et je vais sur des trucs qui ont un potentiel et qui donnent des signaux qui sont beaucoup plus positifs. Et tu fais un rééquilibrage à peu près tous les 15 jours, un mois, en fonction de ton appétence. Et tu as un espèce d'effet escalier qui se crée parce qu'en clair, si tu n'as pas trop mal choisi l'ensemble de tes actifs, ils vont monter, ils vont descendre. Et puis parfois, tu vas vendre en haut en faisant ton rééquilibrage, tu vas racheter celui qui est en bas. Et donc, ça vient booster ta performance globale. Donc voilà, assez simplement suivi cette stratégie jusqu'à être... Alors, autre composante aussi importante, c'est que j'avais fait des projections de gains réalistes en me disant, ok, voilà le multiple que je peux faire sur chacune des cryptos de manière réaliste. Et ça m'a sauvé. Parce que, surtout dans la crypto, tu as un côté très fantasmagorique où tu te dis, je peux faire un x5, ça s'arrête jamais, un x10. En fait, quand tu te poses avec les chiffres, tu te dis, en fait, ça n'a pas de manière réaliste avec une probabilité de survenance de 80%. C'est pas forcément du x20, x100, même du x10. Peut-être que du x5, x6, x7. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà démentiel. Voilà, les gens, ils ont tendance à oublier, ce qui est déjà démentiel. Et donc, 1er mai 2021, je me rappelle très bien de cette date où je suis à 10% de ma target. Mais je suis déjà à un montant qui est life changer, quoi. Donc tu te dis, je sors. Je me dis, mais ok, là tu risques quoi pour gagner quoi gratter 10% versus t'es tranquille toute ta vie. Bon, je sors. Ouais, tu sors. Voilà. Bon moment. Plus le fait que ça pue, tu vois. Il y a mon instinct qui me criait. Ouais. Tu vois, t'avais cette espèce de gut feeling en me disant, ça pue. J'étais pas tranquille. Et j'ai dit, ok. T'as tout sorti. Alors, quasiment tout, j'ai mis des stop loss. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont été touchés un peu après. Et du coup, ce qui m'a amené à 5% de ma target. Ouais.
puisque les trucs ont continué à monter. Et puis là, ouais, j'étais out complet. J'ai réinvesti quand même sur ça, c'était une de mes erreurs. Ah oui, là j'ai perdu dans les 250 000 cas. Oui, c'est vrai, j'allais oublier, épisode important. 250 000 euros. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai repris une partie du coup de mes gains et en fait je l'ai déployé sur différentes mandats de gestion, investissement, crypto, avec des stratégies, avec des trucs, avec des gens qui venaient de l'institutionnel, du bancaire. Et moi, je me disais, bon, bah, là, j'ai eu de la chance, mais je vais demander à des pros professionnels. Exactement. Maintenant, je vais confier mon argent à des trucs où c'est un ticket de 100K minimum, c'est des pros quand même. Des gens qui connaissent, parce que moi, je suis un amateur. Et voilà, exactement, vraiment. En me disant, bon, moi, je me débrouille, quoi, mais... Et en fait, j'avais mis $700 000, pareil, j'ai documenté sur ma chaîne, j'ai fait le suivi, et in fine, j'ai perdu $250 000 sur slash euro, parce que là, on était approximativement. Je vais te poser des questions du tac au tac, et tu vas me dire maintenant avec ce recul ce que tu en penses, et qu'est-ce que tu choisis, pourquoi rapidement. Okay. Bitcoin ou euro? Bitcoin. Tu veux dire pourquoi? En une phrase ou deux. L'euro, déjà, perdre la valeur maintenant depuis un moment versus le dollar, rien que ça. Perdre la valeur versus le Bitcoin, rien que d'une manière pragmatique et logique, on peut déjà faire ce constat. Plus le fait qu'il y ait pour moi le déclin d'une partie de l'Occident et notamment de l'Europe. Enfin, je suis absolument pas bullish sur l'Europe. Oui. Si tu es une Josiane et un Denis, tu as 20 000 euros de côté, tu les mets plutôt. Toi, tu mettrais ces 20 000 euros sur de l'euro ou sur du Bitcoin? Wow, ça, c'est une question. C'est une question ridicule, mais. Mais non, mais alors, non, tu as une Josiane et une Denis. En fait, tout dépend de ta situation personnelle. Je suis désolé, je peux pas faire une réponse évidemment, en mode oui ou non. Hein, mais tout dépend de ta situation personnelle. Tu vois, si tu as, comme Elliot que j'ai reçu sur ma chaîne, tu as 21 ans, tu as 20 000 balles, tu faut all-in sur le Bitcoin. Mais ouais, tu as raison. Ouais. Tu vois, ça a du sens. Tu as 60 ans, tu as 20 000 balles, et c'est toutes tes économies, et tu fous tout sur le Bitcoin, t'es con. Ouais. Enfin. Ok. Bitcoin ou or? T'as mis dans les deux, beaucoup en plus. J'ai mis dans les deux, ouais, c'est ça. Donc ouais, les deux. C'est pourri comme réponse, j'aime pas, mais les deux. Bitcoin ou immobilier? Les deux. Ok. Bitcoin ou startup? Les deux. Ok. Euro ou franc? Le franc. Franc suisse. T'as de l'IMO un peu? Ouais, j'ai de l'IMO. C'est sous gestion, c'est comment? C'est quoi l'idée? Alors, j'ai investi dans des club deals, donc notamment Royaume-Uni, là, avec de l'immobilier Royaume-Uni, avec un rendement de 14% net annuel. Là, j'ai fait des opérations aussi du côté de Dubaï, où beaucoup m'ont dit « Ah, tu parles d'un scammer et tout », puisque je suis investisseur Green Bull aussi. Ouais. Qui est scammer? Il disait le produit Invest Dubai de la part de Green Bull, il y en a qui disaient Yann c'est un scammer, les classiques quoi. Mais in fine là, premier exit où on a fait plus 45%. Voilà, en 11 mois. C'est un joli scam. C'est un joli scam. Ouais, est-ce que je peux moi aussi investir dans ce scam s'il vous plaît? Ils sont les scammers là qu'on a quand même allé voir ceux-là. Donc ceux qui disaient c'est un scam, c'est une arnaque, c'est du bullshit, forcément on les entend plus. Mais encore une fois, c'est de l'investissement. Effectivement, ça aurait pu, j'aurais pu sortir en moins-value. C'est des choses qui peuvent arriver. Et surtout, en plus, si j'ai compris le concept, c'est investir dans des villas qui ont été plus ou moins abandonnées, je crois, non? Qui ont été abandonnées, plus ou moins, ils refont. Ah non, pas abandonnées. Non, ils les ont achetés, ils les rénovent. Ils rénovent, ouais, pas abandonnés. Non, pas abandonnés. C'est de la réno. C'est de la réno. Grosse après réno. Je suis allé moi sur place, visiter, donc. J'ai pas mis mon fric en mode walou. Mais ça peut partir en couille à plein de moments, c'est clair. Donc quand on fait de la rénovation, de la construction, etc. Quand on n'est pas rompu, c'est ça. Quand on n'est pas rompu à l'activité, etc. On peut se dire machin, etc. Mais quand tu vas un peu, moi j'ai suivi ça de très très loin. J'ai juste vu quelques vidéos. Les mecs, ils sont super sérieux. Puis moi je connais aussi Yann, donc je suis biaisé, mais je veux dire, c'est des bosseurs. Donc, c'est des taffeurs de dingue. Après, moi je connais pas. Oui, j'ai pas mis d'argent, je suis pas du tout là-dedans, mais c'est juste que. Ils ont pas du tout le profil des scammers. Pas du tout. Non. Pas du tout.
Pas du tout. Les scammers, c'est des mecs qui vont beaucoup te parler de concepts, de qui je connais machin. Là, les mecs qui sont sur des chantiers, c'est un mal de notre temps. C'est un mal de notre temps, ça. Tu utilises le mot scam est utilisé à tort et à travers. Le mot arnaque est utilisé. Dès que t'as un truc, j'estime avoir payé trop cher, alors c'est une arnaque. Putain, sans déconner quoi. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que t'as plus de. Allez, je suis tombé sur le côté wokisme, vous couperez, mais c'est comme le terme femme, tu vois, aujourd'hui, femme, mais c'est pas forcément parce que t'as des seins et un vagin que t'es une femme. Mais putain, la réalité, quoi, sans déconner, les gars. Et s'il y a plus de signification derrière les termes, tu perds en capacité de communication. Si tu perds en capacité de communication, tu ne peux plus te faire confiance. Et ce qui crée aujourd'hui des clans avec des gens qui s'affrontent en mode je suis incapable d'entrevoir même le point de vue ou de juste changer d'idée, et qui crée une déliquescence sociétale telle que pour moi on la voit aujourd'hui en France malheureusement. Et en Occident. Ah si, il faut laisser ce passage. C'est un peu trop osé de dire cette vérité. Une femme est une femme. Je suis un peu choqué, Cédric. Allez, du tac au tac, on va essayer de te le faire. On parle de... C'est vrai que ça dépend s'il est jeune ou pas jeune, etc. On va dire c'est notre audience. Ils ont des sous de côté. Comment investir 10 000 € pour commencer facilement quand tu n'y connais rien? Du tac au tac, des petites solutions comme ça. Il y a des solutions aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est pas faire de all-in. D'avoir une approche aussi, d'être conscient qu'on débute sur l'aspect investissement, que forcément, potentiellement, on va se manger sur certains placements, et que c'est normal de perdre de l'argent. Et c'est pour ça que le plus tôt on commence, et le mieux c'est, parce qu'au moins on perd des petites sommes. On n'attend pas de faire son exit à 5 ou 10 millions pour du coup perdre des tickets de 500 000 ou 1 million. Quoi. Donc, de le faire, de commencer, on a une somme de 10 000 balles. Déjà à minima, de ne pas se précipiter, diversifier déjà en termes de devises, de ne pas tout garder en euros, ça c'est pour moi une bonne habitude de base. Vous avez des solutions qui aujourd'hui le permettent de le faire facilement. Vous avez Interactive Broker, à la rigueur, même Interactive Broker. Alors je crois que c'est à partir de 10 000 balles qui commence à rentabiliser le truc, mais c'est Nicolas Chiron qui en parle. C'est Trade Republic, où ça rémunère ton cash. Il y a des solutions aujourd'hui où tu as de la liquidité, ça rémunère ton cash et tu tapes ton 4-5% annuel juste en foutant ton fric. Quoi. Déjà, ça va être déjà mieux que du livret A. Voilà. Après, entre geler sur le compte courant et du livret A, c'est toujours mieux d'avoir sur livret A. Après, tu as des solutions comme moi sur laquelle je vais, typiquement sur Credit Star, mais vraiment le ticket mini, c'est 10 000 balles. Mais tu as. Alors là-dessus, moi j'y vais plus dessus parce que c'est des trop petits tickets. Mais tu as des plateformes de crowdlending aujourd'hui, de crowdfunding. C'est en fait tu confies ton argent et en échange une rémunération, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement, tu confies ton argent, eux s'occupent de... ils sont spécialisés dans le prêt, voilà, du prêt à court terme. Donc eux, ils font plus de pourcentage et moi, ils m'octroient du 14... Non, c'est du 16% annuel chez eux. Voilà. Donc, tu as ça. De commencer à avoir un petit portefeuille boursier, c'est pas déconnant, de prendre un peu d'or. Je dirais de prendre des bonnes pratiques de base en termes de diversification de son patrimoine et d'expérimenter par ce biais. ETF or, ETF, S&P 500, Nasdaq ou 440, des trucs où je mets des petites sommes. Je commence à m'habituer au truc et encore une fois, en ayant une vision long terme en termes d'acquisition de compétences, je pense que c'est une bonne dynamique. Comment investir 100 000 €? Tu as eu un héritage. Comment investir? Alors là, déjà... qu'est-ce qui change? Tu changes quand même de dimension. Tu vas pouvoir avoir accès, j'évoquais au Credit Star, 10K minimum, mais à des club deals où je pense à Rockstar Property, là, le club deal que j'ai monté avec au UK, où c'est minimum 10 000 livres sterling ou 15 000 livres sterling, je ne me souviens plus exactement de la somme. Mais voilà, tu commences à accéder à des trucs comme ça. Mais je dirais que le rendement, il est conditionné par, oui, une part de risque, mais c'est loin d'être le principal élément. Il y a aussi tout un aspect friction pour y accéder. Voilà. Des trucs comme je vous évoque là, c'est parce que j'ai tissé un réseau, parce que je creuse le truc, parce que je suis passionné, parce que je suis en recherche active, que j'arrive à les choper.
Mais je dirais que pour la personne moyenne qui, d'un seul coup, a l'argent, sauf je vais faire un peu de pub, mais à rentrer dans des trucs comme Fast Track Investor ou des clubs, bon, tu n'auras pas accès, quoi. Donc, à 100 000 balles, alors déjà 100 000 balles, si tu as un objectif d'enrichissement long terme, tu peux faire de l'immobilier, tu vois, peut-être prendre la moitié et de faire du levier immobilier où en clair tu génères en termes de capital de patrimoine 500 000 balles à terme. Pour moi, ça me paraît intelligent. Aujourd'hui, en France, tu as quand même l'effet de levier. C'est un avantage qui est unique, quasiment unique au monde. C'est là où tu as d'ailleurs la création de crédit en Europe la plus importante, c'est en France. Ok, intéressant. Donc il y a ça. Tout n'est pas perdu. Oui, absolument. D'ailleurs, la France a des avantages concurrentiels. C'est un gâchis. J'ai l'impression de voir une bande de singes qui jouent dans un château à se balancer son caca, quoi. Enfin, Moi, j'ai validé. Et c'est un gâchis. C'est un tel gâchis. Bon, voilà. Mais il y a des choses fabuleuses en France. Et voilà, l'immobilier. De se constituer un portefeuille boursier. Typiquement, moi, j'ai lancé un portefeuille dividende il y a même pas un an, là, où je suis à plus de 20%. Sur mais les boîtes les françaises dividendes crachent du 8% annuel. Là, c'est plus de 20% parce que les actions aussi ont pris de la valeur. Des boîtes françaises ou n'importe quelle? Ah non, c'est diversification géographique en termes de secteur. Je me suis fait accompagner par mon ami Rémi de Truchy de Varennes sur cet aspect-là. Okay. Je suis un généraliste, je suis pas un expert, donc je m'entoure des experts pour 20% des compétences pour avoir 80% des résultats, c'est mon credo, quoi. Comment investir 1 million d'euros? Là, tu as fait une exit, tu as vendu ton business. 1 million. Et ben en fait, c'est pas forcément, ça va pas être très différent pour moi d'investir 100 000 balles ou quelques centaines de cas. Okay. Pour moi, on va être dans les mêmes typologies de stratégie. Ok, ça me semble cohérent de faire de l'immobilier. Moi, on en parlait juste avant, mais j'ai aussi investi en Lettonie. Là, je regarde pour acheter un bien potentiellement à Dubaï. Donc moi, je recherche à faire une diversification immobilière internationale, de ne pas faire un all-in France. Je suis déjà pas mal exposé en France avec l'immobilier que j'ai. Avoir une partie de son patrimoine en immobilier. Alors moi, je dis ce que je fais, j'ai à peu près c'est 40% en termes de pondération sur de l'immobilier. Ouais, donc quand même, d'une manière générale. C'est 40% de ton patrimoine aujourd'hui en IMO. Ouais, c'est ça. On croirait pas en t'écoutant. Tu parles pas beaucoup d'IMO d'ailleurs. Oui. Non, parce qu'en fait, tu te positionnes dessus. Et puis, à vrai dire, il y en a des tas qui le font beaucoup mieux que moi. Donc, mais t'as fait quoi? T'as été voir des maisons, les visiter, des appartements? Non, moi j'ai la maison qu'on a en France aujourd'hui qui tourne en location courte durée. Okay. Voilà, où il y a une belle valorisation du bien. Qui d'ailleurs une vraie question de est-ce que je la garde, est-ce que je fais, est-ce que je vais chercher ce capital pour le redéployer ailleurs aujourd'hui. Il y a l'investissement en Lettonie, plus les clubs deals à côté, quoi. Voilà. Okay. Donc j'ai l'impression que la diff se fait vraiment entre 10 000 et 100 000, c'est là où il y a un game changer. Ouais. Après 100 000 et 1 million, ça commence à être à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. D'avoir une partie en bourse, 20% en bourse, c'est quand même pas déconnant. Après, ça dépend à comment, c'est pour ça le profil d'investisseur et comment on va être actif. Moi, j'ai des trucs, là, même en private equity. Là, moi, on a un placement qui crache autour de... Allez, on est en horizon, mais historiquement, on est autour de 17-20% annuel, avec jamais de perte en capital je crois que c'est sur un track record de 15 ou 20 ans. Et en fait, on peut se dire le private equity, c'est ultra risqué, mais quand c'est ultra diversifié, en fait, tu as très peu de chances de perdre du capital. Le private equity, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas, c'est investir dans des entreprises en fait. C'est ça, exactement. L'investissement startup étant une sous-composante du private equity. Mais tu as des tas de manières de faire du private equity. Tu as des fonds aujourd'hui avec du 100K minimum. D'ailleurs, typiquement, ce fonds-là, en clair, tu mets 300 000 balles d'une manière logique et pragmatique. Au bout de 10 ans, ces 300 000 balles investies sur 5 ans te génèrent approximativement 70 000 par an. Ok, c'est pas mal. Ouais. Ce qui est pas mal. C'est bien pour nous ça. C'est-à-dire que c'est clair. Enfin, un petit lancement. Un lancement, tu le places. Ouais. Et puis tu as 6-7 000 euros qui tombent tous les mois. Ouais. Ah, ça, je dormirais mieux. Ouais. Ah oui. Ouais.
Il va falloir qu'on l'écoute, Cédric, parce que on le côtoie, moi j'ai vu sa chaîne, je me dis c'est vachement bien ce qu'il dit, mais putain c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas l'énergie à mettre dedans. Et j'ai bien capté que t'es excellent. Merci, c'est gentil. La question startup, pour moi c'est une des classes d'actifs sur lesquelles il y a le potentiel de vraiment d'être life changer sur un horizon de 5 à 10 ans. Ouais. Et je connais peu de classes d'actifs. Alors, il y a la crypto, mais la crypto, c'est un truc de dégène, quoi. Enfin, c'est une anomalie historique. C'est pas normal ce que l'on vit actuellement. Et c'est certainement une des occasions qu'on ne revivra pas d'enrichissement très rapide, massif. C'est pas normal, quoi. Mais par contre, l'investissement startup, à mon sens, et là j'ai des exemples concrets, on en parlait juste avant en off. Je prends un exemple de quelqu'un qui est intervenu dans ma communauté, qui a parlé de son parcours, qui, à un moment donné de sa vie, qui avait à peu près je crois que c'était 36-37 ans, entrepreneur, qui avait lancé sa propre start-up, qui était connecté avec des gens de la Silicon Valley. Donc là, c'est pour ça, quand même, il y a l'aspect le bon endroit. Une start-up en France, oui, il y a des pépites, mais franchement, l'écosystème, c'est pas du tout le même, et on n'a pas du tout le même potentiel de gain que si on va aller chercher du côté des States. Et voilà, il avait 200 000 balles. Il n'était pas là où il voulait en être en tant qu'entrepreneur, en tant qu'enrichissement personnel, en termes d'accomplissement de vie. Et donc, un peu d'ailleurs comme moi au niveau de la crypto en novembre 2020, et à un moment donné, il dit « Ok, j'ai 200 000 balles que je comptais acheter ma résidence principale avec. Bon, en fait, je vais pas faire ça. » Et il a mis plein de petits tickets, alors petits, toujours proportion gardée, mais 10, 20 000 balles dans des startups. Combien à peu près, tu sais ? Une vingtaine, autour de 15-20. Voilà. Donc 150 000, 200 000 euros. Ouais, il a mis de son capital, quoi. Il a mis tous ses 200 000 dans les startups en mode ça passe ou ça casse, quoi. Voilà. Mais ça lui a généré plusieurs dizaines de millions sur un horizon de 5-10 ans. Incroyable. Il a checké chacune des startups ou alors il était vraiment dans un consortium d'investisseurs à Silicon Valley. Bon, en gros, il leur a dit c'est comme si tu balances, tu mets Stripe, tu mets Airbnb, tu mets machin, et puis voilà. Alors, il avait forcément le réseau. Il avait du réseau et il avait autour de lui des entrepreneurs qui lançaient ces startups. C'était dans le bon environnement et au bon endroit. Voilà, c'était smart de sa part, à mon sens. Donc, c'était sur des gens qui côtoyaient, en l'occurrence. Inspirant. Ça doit faire vraiment plaisir. Moi, j'ai une question business maintenant, parce que en fait, tu as ton business en ligne aussi maintenant. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été interviewé par ton équipe marketing, parce que tu as pris en place une équipe marketing. Parce que je corresponds à ton avatar type. Oui, absolument. Et d'ailleurs, merci de m'avoir intégré dans ton produit, que je ne consomme pas parce que je n'ai pas encore mis le projet et l'énergie dessus. Mais je te dis, moi j'ouvre la porte, je te dis, on prend du temps ensemble, je te coach. Là, c'est un truc que je veux lancer dans ce groupe, c'est des coachings mensuels. Parce que je vois certains qui restent bloqués, j'ai l'impression, de mon point de vue, que tout est là et ça bouge pas, tu vois. Donc je me dis, peut-être faire des petits coachings mensuels, c'est bien ça. Juste de répondre à des questions, de débloquer, de donner des petits devoirs, Juste un truc genre j'ouvre mon compte sur Interactive Broker, voilà, mais tu fais un pas concret en avant, c'est tout con, mais on le sait en tant qu'entrepreneur, il y a plein de petites actions. Les gens ont besoin d'une petite tape sur l'épaule. C'est ce que je disais à ton marketeur, c'est des formations professionnelles. Au lieu de répondre aux questions de l'avatar, je me mettais en mode marketeur, je disais mais faut qu'il fasse ça, c'est sûr que ça marche, parce que si tu prends ce cas-là, regarde, un mec comme moi qui peut investir de l'argent mais qui le fait pas. Parce qu'au final, même tu m'as donné un deal là, UK, je me dis, je vais mettre 10K pour voir. Il fallait signer un truc, c'est long, ça me saoule, je verrai ça demain. Demain, c'est après-demain. Elle m'a dit, mercredi, t'inquiète. Puis en fait, j'ai oublié, je suis passé à autre chose, que j'ai pas mis ça, tu vois, comme priorité dans ma vie. Bien sûr, je suis pas encore sur cette priorité-là, ça viendra, mais c'est pas le cas. Et j'ai une question. D'ailleurs, c'est la question. Je rebondirai par rapport. Il y a un point ultra important sur lequel je veux m'arrêter, qui j'espère peut-être te débloquera. Mais vas-y. En fait, donc il m'a un peu expliqué ton business et tout. Donc tu touches des gens qui ont des centaines de milliers, voire des millions à investir. Pourquoi tu vends tes produits aussi bas en termes de prix ?
Alors moi je les trouve pas bas. Ils sont à combien pour info? Alors au niveau de Fast Track, c'est dans les 2500 balles pour accéder au programme. Youmento, c'est actuellement 3200 balles l'année, mais j'augmente régulièrement. Je pense que je vais passer à 5000 là. Et du côté d'InvestorX, alors InvestorX, il y a 3 niveaux de monétisation. Tu as un abonnement annuel, mais on va être autour de 900 1000 balles pour l'année. On prend des frais sur le capital levé, quelques pourcents, et on prend du carry. C'est vrai, nous, c'est vraiment la source d'enrichissement qui peut être démentielle avec InvestorX, c'est le carry qu'on prend sur les deals sur lesquels on va, quoi. Et donc, bon, voilà, en termes de... Après, moi j'ai en termes de monétisation, on va dire, j'ai effectivement cet aspect-là, mais j'ai aussi le côté apport d'affaires, quoi. Où je peux prendre du pourcentage sur le capital levé, et ça peut donner des pour chiffres ton enrichissement à toi. Ouais. Mais par exemple sur le marché, quand tu as un mec qui veut un peu regarder, tu lui proposes 2500 € alors qu'il a 150 000 € à investir, tu vois, il se dit est-ce que c'est bien sérieux? 2500. Ah, Après, tu veux dire que c'est c'est pas assez cher? Par an? Oui, mais, ouais, c'est par an. 2500 balles, c'est pas assez cher, tu veux dire? Ouais. Mais c'est par an. Non, c'est là le programme Fast Track Investor, c'est en une fois. Et après, ouais. t'as celui de l'autre où t'as un abonnement annuel qui est à 3000, c'est ça? 3000 Ouais, Youmento. tu trouves que c'est déjà quand même pas mal. Moi, je trouve qu'en termes de positionnement sur le marché, c'est un produit que tu vas vendre à des débutants qui veulent, par exemple, être libres financièrement. Ils vont... 3000 annuels, non. Abonnement annuel, non. En une fois, oui. En une fois, oui. Oui, en une fois. Ouais. Mais généralement, tu te mets la première année, tu te formes et tu deviens déjà quasiment autonome, quoi, si tu te bouges le cul. Et c'est vrai que je me suis dit... Sur l'investissement? Ouais. Ah, il te faut plusieurs années pour être vraiment autonome. En un an, tu restes un piou-piou. D'accord. Après, moi, c'est l'ambition de ce que j'ai produit avec Fast Track, c'est que justement, tu rentres là-dedans et vraiment, tu gagnes plusieurs années d'expérience en déjà quelques jours de vidéo, et au bout d'un an, tu n'es plus du tout un piou-piou, quoi. Ouais. Donc, enfin, là, je vends ma sauce, mais... Ouais. Enfin, voilà, Donc, en fait, c'est par an. Au bout de l'année, ils reprennent 3000 € ou tu refais un... Non. Là, le programme Fast Track Investor, tu payes en une fois 2500 balles. Après, si tu veux rester dans le club et continuer d'accéder aux opportunités, à accéder aux jeux de personnes qui y a dedans, actuellement, j'ai mis 500 balles l'année. Ouais, donc c'est pas cher. Ouais, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Mais je dis ça parce qu'on est vraiment dans une ère, là, l'infopreneuriat change. On voit bien qu'il y a un retour des offres high ticket. Parce que les gens sont plus trop prêts à mettre des 500, des 1000 €. Les gens se disent je préfère acheter du Pec Citron. On a déjà parlé avec Nicolas. Et c'est vrai que toi, tu vises une clientèle qui a de l'argent. Ouais. Donc en fait, l'infopreneuriat commence un peu à bouger là-dessus. Il faut viser donc, des clientèles qui ont de l'argent en ayant des offres qui sont supérieures. Et toi, justement, tu vises des gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, mais il faut faire des offres beaucoup plus chères, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est pas pour autant que tu vois ils vont claquer 5000 mal comme ça non mais justement en face t'as une offre irrésistible. Au contraire, si son nom sont arrivés là, c'est que quand même il y a une bonne gestion. Donc si c'est un homme intelligent qui en est arrivé là, qui a de l'argent, il se dit même s'il met 10 ou 15 000, il va très vite voir s'il peut gagner beaucoup plus. Alors typiquement l'année dernière, tu vois, j'avais fait mon événement post-Exit 12 où c'était 8000 balles de ticket. Et c'est quoi ça? C'était 3 jours en clair. Ouais. La problématique que j'avais pour créer Fast Track Investor, c'est que je suis un généraliste. Donc il fallait que j'arrive à regrouper dans un même programme de formation les experts dans le domaine reconnus que je connais, qui appliquent d'ailleurs leur propre méthode, avec lesquels j'avais bossé, pour ensuite vendre ce programme. Donc pour arriver à faire ça, je me suis dit, en fait, je vais faire un événement pendant 3 jours. Je vais, en termes de typologie de personnes que je vais attirer, je vais être pile poil dans la cible idéale de ces gens-là. Et leur proposer de venir. Ouais. Je leur paye tout, ils viennent, ils délivrent leur valeur, moi j'enregistre le tout, et du coup comme ça je crée mon programme Fast Track Investor qu'ensuite je peux vendre sans avoir à moi me taper toutes les vidéos, et en plus de ça sans en avoir la légitimité. Ouais. Donc voilà, j'avais du coup créé cet événement pendant 3 jours, comme ça je faisais venir tous les speakers. Ils étaient hyper contents parce qu'ils étaient en face de gens qui millionnaires, multimillionnaires, qui ont du fric, quoi, qui étaient intéressés par la thématique.
Et en plus de ça, il rencontrait d'autres personnes qui sont dans la thématique investissement. Donc ça a créé plein de synergies. Il y en a qui se sont créés des partenariats, qui lancent des boîtes ensemble là. Et moi, c'était ma manière en fait de créer ce programme-là avec, je dis, un minimum, aussi peu d'efforts possible, tout en moi en surkiffant parce que j'ai énormément appris pendant ces 3 jours aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, post-exit 12, c'était 8000 balles de ticket. 8000 en public, hein, pour les membres de ma commu et tout, j'avais fait bien sûr des réductions. Voilà, là j'étais effectivement peut-être sur du high ticket par rapport à l'event. Et alors j'ai digressé, et par rapport à toi, ta remarque c'était de je vends pas assez cher. Ouais, moi c'est vraiment le truc que je vois sur ta niche quand je vois quand des gens ont de l'argent. En plus, les gens ont de l'argent, ils connaissent pas forcément. Le truc que je vois, moi, pour toi, pour ton business, que je disais aux marketeurs, c'est en fait, tu me prends par la main, ça va me coûter cher, mais tu me prends par la main et je vais gagner beaucoup d'argent. Et là, je pense que tu pourrais... du mentoring financier, ouais. Du mentoring d'investisseur. C'est même plus du mentoring, c'est moi, j'investis là-dessus. Moi, Cédric, que tu me connais sur les réseaux, tu m'écoutes, tu me fais confiance. Voilà moi sur quoi j'investis et voilà toi sur quoi tu dois investir. Avec évidemment les risques. Un truc en one-to-one, du coup. Je sais même pas, non, tu peux faire avec plusieurs personnes. J'ai un membre de ma commu d'ailleurs qui est intervenu dans le Fast Track, Fouad, où lui, il vend des trucs comme ça à 50 000 balles l'année. Ouais. Mais par contre, sa promesse, c'est je te fais gagner des millions, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et il l'a rempli. Ouais, il l'a fait. C'est imparable, quoi. Ouais. C'est clair. Mais est-ce que franchement, en fait, je comprends la logique. Je suis peut-être un truc à casser de mon côté, mais ça me fait chier. Ah ouais? J'ai pas envie de faire du one-to-one. Moi, j'aime bien quand il y a de l'impact. One-to-many, hein. Alors, tu vois, en mode coaching mensuel, je vais expérimenter là dans Fast Track. Ouais. Et ça me plaît. C'est déjà le genre de truc que je fais au final naturellement dans ma commu. Je pense que ça peut être à la fois que ça soit utile, soit intéressant. Et moi, il y a un gros aspect aussi qui me motive au-delà bien sûr de la génération d'argent via ces business. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la puissance personnelle que j'accumule à regrouper des gens comme ça, à aller chercher du coup des opportunités d'investissement beaucoup plus intéressantes, parce que clairement ça fait une différence qui est juste démentielle. Les meilleurs investissements, faut se battre pour les trouver, pour avoir les bons contacts, pour y accéder. Et quand effectivement tu dis ben voilà, moi j'ai 200 multimillionnaires, multimillionnaires derrière moi, auquel je peux présenter votre offre, bah forcément ça donne un levier et un pouvoir qui pour négocier notamment sur la rentabilité plus importante ou des frais abaissés, ou même mon apport d'affaires qui est d'autant plus intéressant, quoi. Totalement. Oui, je pense que c'est vraiment un move obligatoire sur la partie coaching et parler à ta communauté plus régulièrement, parce que ça va non seulement encourager le passage à l'action, parce qu'effectivement on en parlait, ça peut être un des gros problèmes dans le monde de la formation, c'est que ils ont tout ce qu'il faut, pourquoi tu le fais pas? Certains ont juste besoin d'entendre oui tu peux le faire, oui vas-y, oui c'est bon, et ça débloque beaucoup de choses. On sous-estime ça, et ensuite ça te permet toujours de comprendre quels sont les futurs besoins de tes clients, comment ça va avancer, est-ce qu'il faut changer le pricing, est-ce que tu lances un groupe d'investisseurs, est-ce que voilà. Conversion happen in conversation. Exactement. Ça, j'en suis convaincu. T'as totalement raison. Et je reviens sur ce point où tu disais ouais, j'ai pas investi, etc. Moi, j'aime bien faire ce rapport. Tu vois, ça t'aurait pris, allez, 10 minutes, 15 minutes. T'as investissé 15 000 balles. À peu près donc 14% annuel. Tu en tires à peu près un peu plus de... fait 1400. Donc dans les 2100 €. Ouais, c'est ça, approximativement. Donc, j'espère que je me suis pas viandé sur le calcul. Mais, voilà. La question c'est, ok, est-ce que mes 15 minutes valent 2100 €? Alors, est-ce que ça vaut? Tu peux te dire, enfin moi c'est comme ça, j'essaye de convaincre, c'est de dire, putain, je prends 15 minutes pour prendre 2100 €. Est-ce que ça vaut pas le coup que je les prenne? Alors c'est très intéressant parce que du coup je me retrouve dans le débutant, tu vois, comme le débutant que nous on a en client. En fait il y a des trucs émotionnels parce que j'ai déjà investi, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc du coup n'importe quoi. Deuxième truc, évidemment si tu gagnes, ça fait 200 € par mois. Tu mets 10 ou 15 000 €, ça te fait gagner 200 € par mois qui est exponentiel.
Bon, 200 € par mois dans ma vie, c'est pas grand-chose, mais si tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, ah bah tiens, ça commence à faire des trucs. Ouais. Donc ça, c'est, je me dis oui, je devrais le faire, mais vu que j'ai déjà investi, je me suis planté, là je me dis je repars sur un truc. En fait, je connais rien à cette boîte. Tu sais, je sais pas qui c'est, je sais pas, tu vois. Donc en fait, il faut que je prenne du temps à regarder. Donc c'est de l'énergie. Est-ce que ça devient une priorité dans tout ce que j'ai à faire dans ma journée, dans ma semaine ? Bah en fait, non. Donc en fait, je repousse. Et après, tu te dis, bah oui, merde, loupé, quoi, j'aurais dû le faire. Ah, je comprends. C'est qu'effectivement, le côté compound de la compétence viendra avec le temps. Et c'est pour ça que moi, je milite au début de mettre des petits tickets sur différents trucs. Tu acquiers de la compétence comme ça. Tu payes, on va dire, ta formation par ce biais-là. Ouais. Oui, tu prends des risques et fatalement, tu auras des pertes. Mais tu vas en tirer aussi des enseignements. Et après, c'est vraiment moi, en tout cas, c'est mon obsession, c'est de ramifier ma compétence en permanence pour prendre la décision le plus rapidement possible avec une maximisation du risque-rendement, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Selon toi, est-ce qu'une femme peut investir autant et gagner autant que le font les hommes, puisqu'on voit quand même beaucoup d'hommes dans ce monde de l'investissement. Est-ce que c'est à la portée des femmes ? Alors, le sens de la question, c'est quoi ? C'est en termes d'envie de le faire ? C'est en termes de capacité, de compétences ? Évidemment qu'elle pourrait le faire, mais une femme a d'autres choses dans la vie qui sont importantes, qui sont sa famille et ses enfants. En tout cas, ma question, c'est est-ce que tu vois régulièrement des femmes qui y arrivent dans l'investissement ? Alors, c'est là où aussi j'allais en venir à l'aspect, la réalité. Qu'est-ce que je constate sur le terrain ? Parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on est dans un monde où en fait, toute l'information est là. Et ok, qui est surreprésenté ? Clairement, dans ce domaine-là, ça va être les hommes. Et ça peut se comprendre, tu vois. Alors, c'est le patriarcat. C'est le patriarcat. Évidemment. C'est bien connu. Mais on est fait différemment. On a des choses, mais au niveau génétique, qui se sont développées de manière différente en fonction de ce dont l'espèce a besoin pour perdurer. Donc, je me désolidarise de cette podcast. J'allais dire une connerie. Dis donc, les discours à problème sur cette chaîne. Merci. Non. C'est juste un invité. Hein. N'y croyez pas. Voilà. On se dit, là, dès qu'on parle en plus de ça, de génétique et tout. Bon, au moins, il y a ta femme qui rigole au fond, donc ça va. Non, mais en vrai, c'est une très bonne réponse. Et c'est un vrai sujet. C'est qu'il faut. Est-ce que les femmes, intellectuellement, elles ont les capacités ? Évidemment. Clairement. Évidemment. Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce que tu fais ? Non, il y en a très peu. T'as combien de pourcentage de clientes femmes chez toi ? Ça doit être... encore que, franchement, j'estime qu'on n'est pas trop mal. On doit être autour de 20%. Ouais, j'allais dire. Le 80-20, l'habituel. Okay. C'est pas mal. Parce que l'investissement, c'est vrai que c'est très très masculin. Ouais. Moi, l'entrepreneuriat, tout ce qui est formation, coaching, etc., j'ai plus de femmes. Ouais. L'aspect, en fait... je sais pas, il doit y avoir un truc qui nous prend aux tripes d'un point de vue instinctif, le côté, je sais pas, d'aller faire de l'argent, mettre de l'argent, il y a un côté un peu chasse, tu vois, même quand tu cherches les opportunités, etc. Et c'est peut-être pour ça que ça parle. Mais c'est le côté mettre à l'abri sa famille, amener les ressources, évidemment. Enfin, encore une fois, j'ai le sentiment que d'un point de vue évolution, on a quand même été poussé dans cette direction. Ça a quand même une certaine logique, quoi. Évidemment, évidemment. Je sais pas si je l'ai oublié. C'est toujours un moment à problème dans ce podcast. C'est une observation, j'aime bien. C'est dommage de ne pas la poser celle-là. Oui, je vais reprendre mes cours de Victor Ferry. C'est une observation. Donc moi j'ai une paire de yeux, je fais ce que je peux. Et historiquement, avec toutes les femmes que j'ai pu croiser dans le milieu de l'entrepreneuriat, de l'investissement, mais surtout dans ceux qui sont dans la niche investissement, elles ont une énergie très masculine, très conquérante, très différente des clientes que je peux avoir ou des porteuses de projets qui vont être entrepreneuses de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus passionnelle que l'investissement chez les femmes, de ce que j'ai observé. Oui, mais ça, c'est le patriarcat, ça a changé toute la donne, c'est pour ça. C'est à cause des mâles blancs de plus de 50 ans. Exactement. J'aimerais qu'on conclue ce podcast en parlant de l'île Maurice et de l'expatriation, dernière thématique avant de conclure. Une horreur. Pourquoi tu t'es expatrié à l'île Maurice et quels conseils tu donnerais aux gens qui veulent s'expatrier ?
Alors pourquoi je me suis expatrié à l'île Maurice? J'en ai marre d'évoluer dans Sovietland. Carrément quoi. Sovietland. Ce matin, avant de venir, je voyais un Reels où un mec disait c'est relou en France, on est trop taxé. Compagnie, c'est un avocat, il dit si je travaille 15 fois plus qu'un autre, c'est normal que je gagne 15 fois plus. Et là, tu vois les commentaires. Le mec, il est hors sol, il raconte n'importe quoi. Il y a un truc, il y en a marre de ce discours soviétique, tu vois. Et ça me fait marrer que tu sortes ce. Ouais, et pour moi aujourd'hui, la France est devenue un espèce d'équivalent du communisme. On voit pour les médecins, pour moi, c'est une manifestation de ce qui se passe. Typiquement, pour accéder aux médecins, tu payes. Ok, c'est le même prix pour tout le monde, mais tu payes en temps. Tu vas attendre 6 mois. Là, j'en discutais justement avec ceux qui m'accompagnent. Ils me disaient ouais, j'ai un problème aux dents, là, j'ai une rage de dents, mais en fait, je suis passé par du réseau. Donc, on retrouve le côté communiste de. Si j'ai les bonnes personnes, etc., et en clair, du pseudo-graissage de pâte pour pouvoir bypasser, il me disait, sinon, c'était dans 1 an que j'arrivais pas à obtenir un rendez-vous avant 6 mois, 1 an, quoi. Ouais. Donc là, il a réussi à obtenir un rendez-vous dans 1 semaine parce qu'il connaissait, etc. Et pour moi, c'est aujourd'hui la manifestation de ce qui se passe en France, ça se sclérose parce que tu as des normes, voilà, tout est... on va vous protéger en permanence, tu vois. Et donc, tu payes par ta liberté et par ton temps. Ouais. Voilà. Et c'était devenu insupportable pour moi. Je n'étais plus en accord avec ça. Et puis, il y a eu toute la période Covid avec le pass, la privation de liberté, où tu te disais, mais c'est une dinguerie. Et là aussi, pour moi, il y a ce que les infos ils disaient sur ce qui se passait et ce que je constatais dans ma réalité autour de moi. Et je me disais, mais il y a un décalage qui est énorme, enfin, je comprends pas. Et qu'est-ce que je dois croire? Est-ce que ce que les médias me racontent ou est-ce que j'expérimente moi au quotidien dans ma réalité? En fait, c'est ce que j'expérimente dans mon quotidien, dans ma réalité, quoi. Et forcément, après, tu fais des choix où, pareil, tu as des gens qui, du coup, ils réagissent d'une manière épidermique tout ce temps. Et donc, avec mon épouse, on s'est dit, on s'est dit, en fait... Ok, est-ce que c'est l'endroit où on voit le plus d'opportunités, de potentialités pour nos filles? Non. Donc on se barre. Voilà. Ce qui n'est pas facile à se faire, de s'expatrier. C'est un truc, tu te casses des barrières mentales, ça fait peur. Tu arrives ici, tu te poses plein de questions, tu dors mal la nuit, tu te réveilles en disant putain, je suis pas en train de faire une dinguerie là. Enfin. Mais mon Dieu, une des meilleures décisions de nos vies. Ouais. Clairement. Et en termes d'exemplarité pour les enfants aussi. Ouais. Ils n'écoutent pas ce qu'on dit, les enfants, ils regardent ce qu'on fait. Donc là aussi, c'est très juste. Exemplarité, quoi. Bon, on va pas refaire ça chaque épisode. Mais évidemment que pour ma part, puis après je te laisse rebondir là-dessus, il est clair que quand tu réfléchis, j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que en fait, tu le payes en temps ou en liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, à force de vouloir faire de l'égalité partout, on arrive à des sujets qui n'ont plus de sens du tout. Si tout égale tout, plus rien n'a de sens, et donc on arrive à des énormités où pour se faire soigner une rage de dents, ce qui est une urgence, ça s'appelle, il faut attendre 1 an. Mais ça n'a aucun sens. C'est kafkaïen. J'ai l'exemple de demande de passeport. Après le Covid, pour s'expatrier à Maurice, en fait, le passeport d'Arthur, notre aîné, il était mort, quoi. Et il y avait 6 mois d'attente, je crois, un truc comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Il fallait aller sur des sites, tu vois. Sur un site spécial, maintenant, ils ont un site pour prendre rendez-vous pour le passeport. Tu as une date à je ne sais pas combien de temps. Tu dois faire refresh toutes les demi-heures parce qu'en fait, le truc, il n'est pas à jour en permanence. Donc, en fait, tu vois une date, à un moment, tu cliques dessus, tu rentres tes coordonnées. Non, il y a une Josiane avant toi qui part en vacances, je sais pas, au Baléares, chez Guignol Voyage, qui passe avant toi, alors que toi, en fait, tu payes à balle d'impôts. Ouais. Tu vas, pour ton travail, tu vas t'expatrier au bout du monde, tu passes derrière, en fait, tu as une rage dedans, tu vas passer derrière l'autre qui a juste, je sais pas, un petit détartrage, quoi. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, enfin, je reviens sur le sujet des médecins, mais moi, j'ai une associée de mon épouse, d'ailleurs, qui, elle, accompagne justement les médecins qui sont en mode, ok, j'en peux plus, je me barre. Et ils croulent sous les demandes. Hein. Ouais. Ça, c'est pour moi,
Les médecins les médecins qui se barrent, qui disent... Même certains qui finissent leurs études de médecine, se mettent à aller sur le terrain et disent « Mais je vais pas vivre comme ça toute ma vie. C'est mort. » Et qui, du coup, il y a une vraie... c'est un vrai business, là, et c'est ce qu'elle fait. C'est d'accompagner ceux qui sont en mode ok bah non si je fais ça je vais juste crever quoi, enfin c'est juste dans le monde en fait, c'est ça qui veulent se barrer et ils se barrent absolument. C'est vrai que c'est dramatique. Je pense que c'est une niche énorme. C'est dramatique. Non mais c'est un drame en fait quand les cerveaux commencent à quitter le pays, ça commence à puer quoi. Quand tu fais rentrer pas des cerveaux et t'en fais sortir, là il y a un moment, il y a toi qui aimes bien les tableaux. mais c'est ça, c'est aujourd'hui il y a une négation de la réalité. Tu vois, mais la réalité, elle vient, elle te fout une bonne grosse baffe dans ta gueule. Et là, tu fais ça fait mal. Et là, on est en train d'accumuler la baffe, elle va avoir une puissance monumentale pour moi en France. C'est gravissime. Hein. Le fait que en fait, t'es médecin, t'as à peine travaillé et t'as 30 ans quoi. Tu dis je pars, c'est incroyable. Et surtout, tu dis je fais une croix potentiellement. Parce que vraiment il y en a certains tu vois c'est pas simple tu vois, en tant que médecin d'aller exercer ailleurs. Donc il y en a tout un tas qui disent je fais une croix sur les 9 années de ma vie là et je pars sur autre chose. Ah aussi en dehors de la médecine même le coût pour l'État le coût pour l'État d'avoir formé ces gens pour in fine qu'ils ne fassent pas ce pourquoi ils ont été formés. Alors qu'on en manque. Moi en tant qu'investisseur ça me donne envie de vomir quoi. C'est fou hein. Tout ça sacrifié au nom de l'idéologie. C'est beau. Moi j'ai un pote, il est échographe, donc il a acheté son cabinet, tout ça, il gagne bien sa vie. Hein. Il bosse de 8h jusqu'à 20h tous les jours, même le samedi et tout. Donc il gagne bien sa vie, sa femme aussi. Mais en fait, il se dit, mais en fait, dans 30 ans, je fais encore ça, quoi. Enfin, dans 20 ans, même pas, non, il a 35. Il a 35. Donc dans 30 ans, potentiellement, il se dit, je fais encore ça. Mais c'est mort. Même pour l'argent, les gens veulent plus sacrifier leur vie pour l'argent. C'est bon. Heureusement t'as la chemise. Ouais c'est clair. Mais tu sais que ça transperce ça. C'est vrai. Et ça fait mal hein. Ouais bah je m'étais fait attaquer par un nid il y a un an de ça là. Par un nid. Je l'ai senti passer. Exactement. Et puis il y avait ouais c'est accroché vraiment elle a mis du temps à partir quoi. En mode exploration. Bon, on va finir sur c'est dangereux ici. C'est dangereux chez toi, on va devoir partir. Devenir dangereux. Dernière question, Cédric. Merci encore pour ton temps. Est-ce que tu as un conseil à donner sur aux personnes qui nous regardent, qui nous disent, qui se disent j'aimerais bien aussi bouger à Maurice ou ailleurs d'ailleurs. Quel conseil pour s'expatrier si tu devais retenir quelques clés maintenant que ça fait 2 ans que tu es parti, je crois un peu plus. Tu retiens quoi pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Faites-le vite. Je pense que c'est un très bon conseil. Parce qu'il y a moyen que ça change ça aussi. Absolument. Enfin, la rétention de capitaux, le fait de bloquer les gens, c'est des trucs. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'impression que c'est irréaliste, que c'est complotiste. C'est ce que j'allais dire. Putain, mais ces propos. Regardez l'histoire, les gars. Je veux dire, et l'histoire, c'est un éternel recommencement, quoi. Je veux dire, ce qui s'est passé se reproduira. On est à des cycles comme ça, civilisationnels. Ray Dalio en parle bien, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous suivez un peu ses travaux, mais si vous voulez le faire, bougez-vous, quoi. De toute façon, il y a une équation que vont se poser les États européens. C'est les gens partent, beaucoup. Partent beaucoup. Les gens qui rentrent, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a plus de capitaux qui rentrent ou qui sortent? Là, la question est vraiment t'as l'exit tax en France, qui avant s'appelait la HERS. Ah ouais. Ça a été renommé, mais ça s'appelle l'exit tax. Et concrètement, c'est un vrai. Enfin, moi, c'est une problématique de mon audience, de dire bon, je veux me barrer. Par contre, putain, ils veulent me prendre 30% de mes plus-values latentes. Ouais. Mais tu leur donnes si tu reviens au bout de 15 ans, par contre. Hein? Ils te les redonnent si tu reviens au bout de 15 ans. Non, au bout de 15 ans, ils te remboursent si tu reviens pas ou si tu reviens. C'est pas une taxe définitive. C'est pour. Mais bon, en 15 ans, le coût d'opportunité, là aussi. Bonjour. Oui, ça rentre pas dans les tableurs. C'est clair. Ça clignote rouge. Donc, le faire le plus tôt possible. Et puis, en fait, vraiment d'acter le truc. Après, c'est magique, le cerveau, il trouve des solutions. Oui, c'est vrai. Donc allez-y, si on l'a fait, vous pouvez le faire. Ça demandera du travail, ça demandera des recherches, du temps, de l'argent, affronter l'adversité. Mais c'est comme on ça en parlait. Il y a Victor Ferry qui est intervenu sur votre podcast et voilà, quand j'avais dit que je m'expatriais il y a de ça maintenant 3 ans,
dans le groupe Antoine BM qui avait réagi. Là, ça m'avait marqué parce que j'étais un piou-piou encore de YouTube, que je le suivais. Je disais, ouais, c'est bien les vidéos qu'il fait. Et donc, il m'avait démonté sur le fait que je m'expatriée. Il a changé d'avis. Hein. Ah ouais, non, mais moi vraiment, j'ai vu le podcast, je me dis, putain. Ah ouais, on n'est pas du tout sur les mêmes propos. Il y a eu franchement, chapeau à lui. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être en capacité comme ça de se remettre en question profondément, de remettre en question ses croyances et d'aller à l'encontre de aussi potentiellement tout un entourage. Oui. Donc chapeau. Bah, il y a une réalité que d'ailleurs tu répètes assez régulièrement, c'est en fait quand c'est pas ton argent, bah tu vois, c'est abusé. Mais quand ça devient le tien, tu fais oh putain, c'est abusé. Et puis il y a deux poids deux donc mesures. Tu changes d'avis là. Moi, tu vois, il y a des comportements à l'échelle du gars lambda où il va chercher à optimiser pour sa propre fiscalité. Ouais. Mais pour lui, c'est normal. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, tu comprends. Par contre, toi qui en as beaucoup, non, c'est pas bien. Oui. Ouais. Oui, il faut aider les De toute autres. façon, les gens sont toujours plus généreux avec le temps et l'argent des autres. Hein. C'est toujours mieux. Ah, mais pourquoi tu te donnes pas? Je regardais un commentaire d'une vidéo d'un mec qui fait du gros business sur Internet, fait 500 000 euros par mois. Et il expliquait dans sa vidéo c'est génial, ça me permet d'aider ma famille. C'est là, j'ai mon frère, il se marie, je lui ai donné 10 000 balles. Et dans les commentaires, il y a un mec qui fait, c'est abusé, tu lui donnes que 10 000 balles, mais tu pourrais lui donner, tu payes son mariage, tu vois. Et j'adore la générosité qu'ont certaines personnes avec l'argent des autres et le temps des autres. C'est quand même assez magique. Taxer les riches. On finira là-dessus. Taxer les riches, on vous embrasse. Voilà. Depuis les Maurice. C'était l'avenir de la France. Bah évidemment. Taxer les riches. Ouais, évidemment. Tant qu'il y en a. Ouais, c'est ça. Tant qu'ils sont encore là. Ouais, parce que là, ça danse sur les ronds-points en grillant des saucisses, mais bientôt, quand les riches seront partis partout. Moi, j'aime toujours cette analogie. C'est des fois, on ne sait pas qui écouter. Il y a tellement de monde sur Internet. On peut avoir des opinions qui évoluent en termes d'écologie, dans tout un tas de sujets. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est s'il y avait que des gens comme mon interlocuteur dans la société, est-ce qu'on roulerait sur des routes? Est-ce qu'on pourrait aller à l'hôpital? Tu vois? Ouais. Est-ce qu'on pourrait être soigné? Est-ce que nos enfants pourraient aller dans les écoles? Et là, généralement, tu te dis ah ok, bon. Voilà, parce que si on se part tous, bah, ils vont rouler sur des pistes. C'est une excellente boussole. Ça, c'est une excellente boussole pour savoir si on doit écouter quelqu'un. Donc je pense que quand on a écouté Cédric et qu'on nous écoute pendant quelques heures, normalement, on devrait être un peu rassuré sur ça. Je pense que s'il y avait que des gens comme nous, on serait pris rapidement en charge aux urgences. On serait pas en train de mourir dans les couloirs au bout de quelques heures. On vous laisse réfléchir. D'ailleurs, on a une annonce à faire, mon cher Fabien. Oui, on a travaillé sur un plan, justement, pour aider les gens à pouvoir générer de l'argent. Donc la première partie, on a partie entrepreneuriat et génération d'argent, puisque nous avons des choses à partager sur le fait de monétiser et d'utiliser Internet pour faire plus d'argent. Oui. Tu peux nous en dire plus? Tu parles de la vidéo secrète? Exactement, je parle de la vidéo secrète. On a fait une vidéo, on peut pas la publier comme ça aussi facilement sur YouTube. Ah, le levier du secret, bien joué. Non, parce que si on la publie, on peut... Voilà. Il y a le lien qui sera sous la vidéo. Lavideosecrète.com, voilà. Pour ceux qui nous écoutent. On a acheté le nom de domaine, c'est vrai. Lavideosecrète.com. Excellent. Et dedans, on vous explique tous nos petits secrets pour faire de l'argent sur Internet. On vous en dit pas plus. Allez-y. On va pas tout dire, mais ça marche. On vous laisse cliquer. Moi, vous avez teasé suffisamment le truc pour que je clique, en tout cas. On vous laisse découvrir. Vous verrez. Allez, merci beaucoup, Cédric. Merci à tout le monde. On vous embrasse. Un petit like, un petit commentaire 5 étoiles, parce qu'on se fait éclater de temps en temps. Pensez à nous quand même. On prend tous les risques. Pour vous. Allez, bisous. Bye bye. Bisous. Salut.